Que feriez-vous si l'amour de votre vie apparaissait devant vous après 14 ans et que vous soyez en train de servir à la table de la fête où il était l'invité d'honneur? Non pas en jeune femme qu'il avait promis d'aimer pour toujours, non pas en fiancée qu'il avait juré de ne jamais abandonner, mais en servante en uniforme sombre, le plateau entre les mains et la tête baissée, invisible parmi les autres domestiques, comme celle qui a appris que l'invisibilité est la seule protection que le monde a cessé d'offrir. C'était exactement ce à quoi Camille Delacroix était confrontée cette nuit froide d'octobre dans un salon illuminé d'eau mâle. Quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Alexandre de Valois pour la première fois en 14 ans et que le monde entier s'arrêta, le salon du château de la famille de Clermont était rempli de gens de position, avec des lustres à bougies qui multipliaient la lumière dans les miroirs des murs et une musique douce émanant des musiciens installés dans un coin élevé. Camille circulait parmi les invités avec l'efficacité silencieuse qu'elle avait apprise au fil des années de travail, le plateau équilibré sur le bras, les yeux baissés, les pas mesurés. Elle était douée pour cela. Elle savait comment être invisible dans une pièce pleine de monde, comment passer entre les conversations sans rien perturber, comment servir avec une discrétion si parfaite que les invités prenaient les verres sans même regarder qui les leur offrait. Cette nuit-là, comme tant d'autres, elle n'était qu'une servante de plus à une fête de riches. Elle ne savait pas qu'il était là. Elle ne l'aurait jamais imaginé. Aumale était à 2 jours de voyage de Valmy-sur-Loire, la ville où tout avait commencé, et tout s'était terminé 14 ans plus tôt. C'était une ville différente, un événement différent, une vie complètement différente de celle qu'elle avait connue lorsqu'elle l'aimait ouvertement. Et l'avenir semblait leur appartenir. C'est pourquoi elle marchait sans méfiance, avec la routine sûre de celle qui a déjà fait le même chemin des centaines de fois, jusqu'à ce qu'elle traverse le centre du salon avec le plateau à la main et que ses yeux se posent sur lui de l'autre côté de la pièce. Le corps réagit avant l'esprit. Le plateau trembla. Les doigts serrèrent le métal avec une force qui aurait laissé des marques. Alexandre de Valois se tenait près des hautes fenêtres donnant sur le jardin enneigé, conversant avec 2 hommes de position avec cette posture de duc qu'elle aurait reconnue dans n'importe quelle pièce du monde, les épaules droites, la tête légèrement inclinée sur le côté lorsqu'il écoutait, la main droite fermée derrière le dos. Il était plus grand qu'elle ne se souvenait, ou peu, était-ce la posture, ce port que 14 ans de titre avait rendu encore plus solide, les cheveux plus foncés avec des fils gris sur les tempes que la lumière des bougies révélait. 14 ans avaient passé sur lui comme il passe sur le vin, approfondissant ce qui était déjà là. Camille détourna le regard immédiatement et continua de marcher sans altérer son pas, avec une discipline qui lui coûta tout ce qu'elle avait à ce moment-là. Elle calcula la distance jusqu'à la porte du fond. Elle calcula le chemin le plus rapide entre les groupes d'invités. Elle pensa à l'excuse qu'elle donnerait à la dame qui l'avait engagée pour la fête. Elle pensa à tout cela en quelques secondes, l'esprit fonctionnant avec une clarté froide que le cœur n'accompagnait pas, car le cœur faisait quelque chose de complètement différent. Il reconnaissait cet homme avec une intensité que 14 ans de silence n'avaient pas affaibli le moins du monde. Ce fut à ce moment qu'Alexandre se retourna. Il n'y avait aucune raison de se tourner dans cette direction spécifique. Il n'y avait rien qui l'appelait, seulement cet instinct que certaines personnes ont de sentir quand elles sont observées par quelqu'un qui les connaît vraiment. Ses yeux parcoururent la pièce et trouvèrent les siens avec une précision qui semblait impossible dans une pièce si remplie. Camille vit la reconnaissance s'allumer sur son visage comme une bougie qui s'enflamme. Elle vit son corps se tourner vers elle avec une intention claire et fit la seule chose que son corps lui permettait de faire à ce moment-là. Elle tourna le dos et marcha vers la sortie aussi vite qu'elle le pouvait sans courir. 14 ans plus tôt, Camille Delacroix avait 20 ans et le monde semblait fait de possibilités. Elle vivait avec ses parents dans une maison aux hautes fenêtres à Valmy-sur-Loire, fille du comte Étienne Delacroix, famille de noms respectés et de ressources modestes, avec une roseraie que sa mère entretenait avec une dévotion qui semblait conversation. C'était une jeune femme aux cheveux sombres et au sourire rare. Le genre de sourire qui, lorsqu'il apparaissait, illuminait tout autour car personne ne s'y attendait. Elle étudiait, lisait, aidait son père avec les comptes des terres avec une précision qui le remplissait de fierté et vivait avec la sérénité tranquille de celle qui ne sait pas encore que le monde peut être cruel, mais qui presse déjà qu'il peut l'être. Alexandre de Valois avait 22 ans et était l'héritier du duché de Montalet. Élevé pour la sobriété et pour le commandement, pour ne jamais montrer ce qu'il ressentait, car les ducs ne plient pas. Il chevauchait les terres du duché avec une régularité que les domestiques connaissaient et respectaient, remplissait ses obligations avec la précision que son père exigeait, et vivait avec la certitude de celui qui sait exactement la place qu'il occupe dans le monde, jusqu'au jour où il arrêta son cheval au milieu d'une rue de Valmy-sur-Loire, parce qu'il vit une jeune femme discuter avec un commerçant sans élever la voix, avec une dignité qui lui fit oublier où il allait. Le prix a été convenu la semaine dernière, et vous le savez,
dit-elle avec un calme qui coupait plus que n'importe quel cri. Le commerçant recula de honte. Elle le remercia d'une légère inclinaison de tête. Elle se retourna pour partir, et ses yeux rencontrèrent ceux d'Alexandre sans surprise, seulement avec une évaluation tranquille qui le laissa sans voix pour la première fois depuis de nombreuses années. Il revint dans cette rue 3 jours plus tard sous prétexte de vérifier les registres du marché. Il mentit avec un naturel qui le surprit. Il marcha entre les étals jusqu'à la voir sur un balcon arrosé des pots de basilic et resta immobile au milieu de la rue trop longtemps. Les mois qui suivirent furent les plus vivants qu'Alexandre ait connus. Ils se retrouvaient à la bibliothèque municipale les jeudis matins, feignant tous deux la coïncidence. Ils se promenaient dans les champs, après la messe du dimanche avec le bléau et les hirondelles fendant le ciel. Il acheta un bouquet de lavande un après-midi de décembre et le lui offrit avec un naturel qu'il ne comprit que plus tard comme audacieux. « Merci, Excellence, dit-elle. »« Alexandre, corrigea-t-il pour la première fois en laissant tomber le titre. Elle répéta le nom à voix basse comme quelqu'un qui éprouve le poids de quelque chose de nouveau dans la bouche, et il sentit que quelque chose avait changé entre eux de manière irréversible. Un après-midi d'avril, Alexandre se présenta à la maison des Delacroix, le chapeau à la main et le cœur battant, et demanda au comte Étienne la main de sa fille. Le comte garda le silence un instant qui parut une éternité, puis il acquiesça de la tête, les yeux brillants qu'il tenta de dissimuler sans succès. Camille était dans la roseraie quand Alexandre la trouva, et lui dit sans discours préparé « Je ne sais pas bien vivre sans ta présence. Je ne veux pas apprendre. » Elle le regarda, les yeux remplis de larmes qui ne tombèrent pas, et dit « Oui », d'une voix si basse qu'il dut se pencher pour s'assurer qu'il avait bien entendu. Ils se fiancèrent un printemps de lilas violet avec le village de Valmy-sur-Loire, sachant avant l'annonce officielle, comme les villages savent toujours. Alexandre visitait la maison des Delacroix 3 fois par semaine, s'asseyait à la table du dîner, apprenant peu à peu à faire partie d'une famille où les gens s'aimaient sans cérémonie. Un après-midi de mai, assis sur la terrasse, tandis que la mère de Camille jouait du piano à l'intérieur, elle posa sa tête sur son épaule et dit « J'ai peur que cela ne se termine. » Alexandre entrelaça ses doigts avec les siens et répondit « Cela ne se terminera pas. Je ne le permettrai pas. » Ils étaient jeunes. Ils croyaient que c'était possible. Cela, l'été apporta les premiers signes de ce qui allait arriver. Le duc Armand de Valois, père d'Alexandre, appela son fils au château de Montalet un matin de juin avec la posture de celui qui a déjà pris une décision et n'est pas là pour discuter. « Cette union n'aura pas lieu, dit-il d'une voix qui commande et n'attend pas de réponse. La famille Delacroix n'a rien à nous offrir. Mettez fin à cela. » Alexandre dit non à son père pour la première fois de sa vie, et ce mot lui coûta des semaines de silence glacé à l'intérieur du château et des messagers envoyés à Camille interceptés avant d'arriver. Le duc Armand agit en coulisses avec l'habileté de celui qui a exercé le pouvoir pendant des décennies. Il commença à détruire la famille Delacroix de manière systématique et invisible. Dettes fabriquées, fournisseurs payés pour rompre des accords, intermédiaires engagés pour bloquer toute affaire du comte Étienne. C'était une cruauté qui ne laisse pas de marque visible, mais qui ravage tout à l'intérieur. Le comte résista pendant des mois sans rien dire à sa fille, portant ce poids seul comme les hommes de sa génération avaient appris à le faire, tandis qu'il voyait la vie qu'il avait construite s'effondrer pièce par pièce, sans pouvoir l'arrêter. La lettre du duc Armand arriva à la maison des Delacroix un matin de janvier, froide et définitive. Le comte la lut seul dans son bureau pendant longtemps. Puis il appela sa femme. Puis il appela Camille. La jeune femme entra et vit les yeux de son père. Ses yeux qui avaient toujours été fermes et sûrs, rouges et fatigués, avec une défaite à l'intérieur qu'aucun mot ne pourrait décrire. Elle n'eut pas besoin de lire la lettre pour comprendre. Elle s'assit devant lui et resta immobile, les mains sur les genoux, attendant ce qu'elle savait qui allait arriver. La lettre était claire, où les fiançailles prenaient fin volontairement, où la destruction de la famille serait complète, publique et sans retour. Le comte Étienne regarda sa fille et dit d'une voix qui se brisait à chaque mot « Je ne peux pas vous protéger si nous continuons. » Camille se leva, alla vers son père, l'embrassa, sans rien dire. Ils restèrent ainsi un long moment, père et fille se soutenant tandis que le monde s'effondrait. Elle demanda à être celle qui parlerait à Alexandre. Le père accepta car il savait que sa fille était la personne la plus forte qu'il connaissait. Même à ce moment-là, ils se rencontrèrent cet après-midi-là dans un champ de coquelicots morts en hiver, seulement des tiges sèches et de la terre sombre. Alexandre arriva avant et resta debout au milieu du champ, son souffle formant des nuages blancs dans l'air froid. Quand il la vit arriver, le sourire qui commença sur son visage mourut avant de naître, car la façon dont elle marchait disait tout avant qu'elle ne parle. Elle fut directe, sans pleurer, avec un calme qui lui coûtait tout. « Les fiançailles doivent prendre fin, Alexandre. » Il resta immobile. « Je n'accepte pas cela. N'êtes-vous pas celle qui décide cela seule ?» Elle répondit « C'est déjà décidé.
et elle recula d'un pas lorsqu'il avança. Juste un pas suffisant pour briser quelque chose en eux deux en même temps. Dans les jours qui suivirent, Alexandre tenta par tous les moyens de la joindre. Lettre sans réponse. La porte de la maison des Delacroix fermée, les champs où ils se retrouvaient les dimanches vides et froids. La famille Delacroix préparait son départ en silence, vendant ce qu'elle pouvait, payant ce qu'elle devait, organisant une nouvelle vie dans une ville lointaine où ils pourraient recommencer loin de l'ombre du duché de Valois. Ils ne laissèrent pas d'adresse. Le lendemain matin, la maison des Delacroix était vide et Alexandre, qui arriva dans cette rue à l'aube, resta immobile devant la porte fermée dans un silence qui dura 14 ans. Et avant de continuer, chers auditeurs, je dois m'arrêter ici un instant, car le cœur est serré d'une manière que vous ressentez sûrement aussi. Camille aimait Alexandre. Alexandre aimait Camille et une cruauté qui ne leur appartenait pas sépara deux cœurs faits pour être ensemble. Je voudrais tant savoir d'où vous écoutez maintenant. Est-ce le matin, l'après-midi, la nuit, fait-il froid ou chaud chez vous? Êtes-vous sur le canapé avec une tasse de thé ou au lit avant de dormir? Dites-le moi dans les commentaires. J'adore imaginer chacun de vous dans son coin du monde en train de suivre cette histoire. Et dites-moi aussi, est-ce la première fois que vous êtes ici sur la chaîne? Si oui, soyez les bienvenus dans la famille des Contes du Cœur, un endroit fait d'histoire qui touche l'âme. Si vous faites partie de la famille depuis longtemps, merci de ne jamais m'abandonner. Avant de continuer, laissez-moi ce pouce levé. Cela ne coûte rien et cela représente le monde, car c'est ce qui dit que cela vaut la peine de continuer à créer des histoires comme celle-ci, pleines de vérité et d'amour. Alors, revenons-en car ce qui se passe maintenant dans le couloir de cette fête va tout changer. Camille sortit par la porte de service du salon, le plateau toujours à la main, et marcha le long du couloir latéral d'un pas ferme qui ne laissait rien transparaître de ce qu'elle ressentait. Elle entra dans la cuisine du fond, déposa le plateau sur la table avec précaution, alla chercher son manteau et le petit sac qu'elle avait laissé avant de commencer le service. Elle devait partir. Elle devait s'en aller avant qu'il ne traverse le salon et ne la trouve, avant de devoir regarder ce visage de près et de faire semblant d'être deux inconnus, alors qu'entre eux, il y avait 14 ans d'une histoire que le monde n'avait jamais vue se terminer. Elle sortit par la porte de service vers le jardin arrière du château, où il y avait moins de lanternes, et les ombres étaient plus longues parmi les buissons taillés de l'hiver. Elle marcha vers le portail de sortie d'un pas calculé, le sac à la main, le manteau serré contre le froid d'octobre. Elle était à 3 pas du portail quand elle entendit la porte s'ouvrir derrière elle. Elle s'arrêta. Elle resta de dos un instant plus longtemps qu'elle n'aurait dû pour quelqu'un qui prétendait ne pas s'en soucier. Et puis elle entendit sa voix prononcer son nom, cette voix qui n'avait pas changé, grave et directe, comme quelque chose qui avait été gardé trop longtemps et qui sortait avec effort. Elle se retourna avec une expression qu'elle avait construite dans les 3 pas qui les séparaient, fermée et tranquille comme une fenêtre bloquée de l'intérieur. Alexandre se tenait près de la porte, son manteau sur son costume de cérémonie, et les yeux fixés sur elle avec une intensité qu'il n'essayait pas de cacher. Il était plus près qu'elle ne l'espérait. Il y avait sur son visage un mélange de reconnaissance et de quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer, car le nommer serait dangereux. « Excellence », dit-elle d'une légère inclinaison de tête. Le mot tomba entre eux avec le poids d'une accusation qu'elle-même ne parvint pas à cacher complètement. « Ne m'appelez pas ainsi », dit-il avec une intensité qu'il ne parvint pas à contenir. « Vous ne m'avez jamais appelé ainsi. » Elle leva légèrement le menton. Les choses changent. Il fit un pas vers elle, et elle ne recula pas. Elle resta ferme, avec cette contenance qui lui coûtait tout. « Je vous ai cherché, dit-il, pendant des années. J'ai envoyé des gens, j'ai parcouru des chemins, votre famille a disparu sans laisser de traces. » Camille écouta sans ciller. Quand il eut fini, elle répondit avec un calme qui coupait. « Les familles qui sont détruites apprennent à ne pas laisser de traces. » L'accusation était là, claire et délibérée, et elle ne recula pas. Alexandre resta immobile, sentant le poids de ses mots. « Camille, qu'est-il arrivé ?» Elle leva la main, un geste petit mais définitif, qui l'arrêta au milieu de sa phrase. « Vous n'avez rien à expliquer, Excellence. 14 ans se sont écoulés, et chacun a suivi son chemin. » Elle le regarda un instant trop long pour feindre l'indifférence, et dans cet instant, il y avait tout ce qu'elle ne pouvait pas dire dans ce jardin sombre d'une ville qui n'appartenait à aucun d'eux. Puis elle dit « Bonne nuit ». Elle se retourna et sortit par le portail, sans regarder en arrière, disparaissant dans la rue d'Aumale, d'un pas ferme jusqu'à tourner au coin. Ce n'est qu'après avoir tourné au coin et s'être retrouvée seule dans la rue sombre qu'elle s'arrêta. Elle s'appuya contre le mur d'un immeuble et y resta un instant, les yeux fermés et le cœur battant d'une manière qu'elle reconnaissait et craignait. Ce battement spécifique que seul Alexandre de Valois avait été capable de lui provoquer et que 14 ans n'avaient pas appris à son cœur à oublier. Elle l'aimait. Elle continuait de l'aimer avec une intensité qui la honte et l'effrayait en même temps. Parce qu'il était le fils de l'homme qui avait détruit sa famille,
parce que son père était mort avec cette défaite silencieuse dans la poitrine, parce que sa mère était malade dans une petite maison de Brienne-le-Château. Comment le cœur pouvait-il aimer celui qui lui avait coûté tout? Il n'y avait pas de réponse. Seulement la nuit froide d'Aumal et le son de ses propres pas, reprenant le chemin de l'auberge où elle dormait, loin, très loin du salon où Alexandre se trouvait encore. Alexandre retourna au salon après que Camille eut disparu par le portail et passa le reste de la nuit à répondre à ce qu'on lui demandait avec la courtoisie automatique de celui qui a été éduqué, tandis qu'intérieurement, il était complètement ailleurs. Il répondait, souriait quand c'était nécessaire, levait son verre au toast et ne retint rien de ce qui fut dit, ni des visages qu'il eut devant lui pendant ces heures. Il ne voyait que la robe sombre de servante, les mains qui tenaient le plateau avec une fermeté qu'il avait reconnue avant de reconnaître le visage, et ce regard dans le jardin qui était froid à l'extérieur et dévastateur à l'intérieur. Camille travaillait comme servante à une fête, la fille du comte Étienne de la Croix, la femme qu'il avait promis d'aimer pour toujours, servait des verres à une fête d'aristocrates dans un uniforme sombre et la tête baissée. Et pourtant, même dans cette condition, il y avait dans sa posture la même dignité qu'il avait vue pour la première fois dans une rue de Valmy-sur-Loire, quand elle avait discuté avec un commerçant sans élever la voix. Elle ne l'avait pas perdue. Elle la portait différemment maintenant, plus profonde, plus dure, forgée au fil des années de choses qu'il ne connaissait pas, mais qu'il pouvait imaginer. Et cela faisait mal d'une manière qu'il n'attendait pas. Lorsque les derniers invités partirent et que les domestiques commencèrent à éteindre les bougies, Alexandre demanda à l'hôte des informations sur les servantes engagées pour cette nuit. L'homme dit qu'elle venait de Brienne-le-Château, engagée par une famille locale pour l'événement. Brienne-le-Château. Alexandre répéta le nom en silence, le mémorisant comme celui qui mémorise une coordonnée dont il aura besoin plus tard. Il sortit du château et resta debout dans les jardins illuminés, l'air froid d'octobre sur le visage, la neige commençant à tomber en flocons lents sur les buissons et le chemin de pierre, et il y resta un temps qu'il ne mesura pas. Il y avait une accusation dans les mots de Camille qu'il ne parvenait pas à se sortir de la tête. Les familles qui sont détruites apprennent à ne pas laisser de traces. Détruites, non pas abandonnées, non pas parties, non pas enfuies, détruites. C'était un mot choisi avec soin, du genre que Camille choisissait toujours. Et il y avait en lui une accusation directe qui pointait vers quelque chose qu'il ne pouvait pas encore voir complètement, mais qu'il sentait exister. La famille d'elle avait fait faillite. Il le savait, mais la façon dont elle avait prononcé ce mot dans le jardin sombre, avec ce calme plus terrifiant que n'importe quel cri, indiquait que l'histoire était plus complexe qu'une famille qui avait simplement perdu son argent. Il retourna au château où il était logé et passa la nuit assis à la table de sa chambre avec une bougie sans dormir, sans écrire, seulement à penser. Il pensa aux mois précédant la séparation, aux pressions que son père avait exercées, aux semaines où ses messagers étaient interceptés avant d'arriver à Camille. Il pensa à la façon dont son père avait annoncé son départ comme quelque chose de définitif, qu'elle était partie parce qu'elle ne l'aimait pas autant que lui, avec une assurance qui, à ce moment-là, lui fit trop mal pour la remettre en question, et il pensa au mot détruite, qui restait là, immobile et lourd, comme une pierre au milieu d'un chemin qui devait être examiné avant de pouvoir continuer. Quand le soleil commença à pénétrer par les fentes des fenêtres, Alexandre avait déjà pris une décision. Il appela le valet qui avait voyagé avec lui et lui dit qu'il partait pour Montalet ce même jour. Il y avait des documents de l'héritage de son père qu'il n'avait jamais lus attentivement. Il y avait des dossiers rangés dans le bureau du château depuis la mort du duc Armand qu'il n'avait jamais ouverts parce qu'il n'avait pas eu de raison de le faire. Maintenant, il en avait une. Et il y avait aussi une ville appelée Brienne-le-Château, où une femme en uniforme sombre retournait, après une nuit de travail pour s'occuper d'une mère malade, sans savoir que l'homme qu'elle avait aimé 14 ans plus tôt était sur le point de découvrir une vérité qui allait tout changer pour eux deux. Alexandre arriva à Montalet le 2e jour de voyage. Il descendit de cheval, avant que le valet ne prenne les rênes, et entra dans le château avec la détermination de celui qui n'était pas venu se reposer. Il traversa les couloirs d'un pas direct. Il passa par la salle à manger sans s'arrêter, passa par le bureau où il recevait les conseillers sans s'arrêter, et alla jusqu'au fond du couloir du 1er étage, où se trouvait la chambre de son père, que personne n'avait ouverte depuis la mort du duc Armand 7 ans auparavant. La clé était là où elle avait toujours été, dans un tiroir du bureau du couloir. Alexandre ouvrit la porte, entra dans l'air confiné et lourd de la chambre, alluma les lampes et commença à chercher. Les dossiers étaient dans un coffre en bois sombre, appuyé contre le mur du fond, organisé par année avec la belle écriture du secrétaire de son père. Alexandre trouva l'année du départ de Camille avec une rapidité qui le surprit, comme si ce dossier avait attendu d'être trouvé depuis longtemps et savait que le moment était venu. Il l'ouvrit avec des mains calmes, qui étaient la seule chose qu'il parvenait à contrôler à ce moment-là,
et commença à lire, assis sur le bord du lit de son père, les lampes projetant des ombres sur les murs. Ce qu'il trouva dans les premières pages étaient des registres d'affaires courantes, des correspondances avec des fournisseurs, des accords fonciers, mais à la moitié du dossier, le ton changea. Apparaissaient des documents qui ne devraient pas exister, des registres de paiement à des intermédiaires au nom qu'Alexandre ne reconnaissait pas, des instructions écrites de la main inimitable du duc Armand à des fournisseurs de la région de Valmy-sur-Loire, pour qu'ils rompent sans explication leurs accords avec la famille Delacroix. Puis des dettes présentées à la famille Delacroix avec des valeurs qui semblaient légitimes, mais qui étaient fabriquées avec une précision bureaucratique qui rendait tout encore plus froid à lire. Alexandre lut chaque page 2 fois avec cette attention méthodique qu'il avait apprise à appliquer aux documents du duché et qui lui demandait maintenant un effort différent, car ce qu'il lisait n'était pas des chiffres abstraits, mais la destruction systématique d'une vraie famille, la famille de Camille. Le père de Camille, qui était mort avec cette défaite silencieuse installée dans la poitrine, n'avait pas perdu son argent par hasard ni par mauvaise gestion. Il avait été détruit délibérément, pièce par pièce, avec une efficacité que seul quelqu'un avec suffisamment de pouvoir et de manque de scrupules pouvait exécuter. Au fond du dossier, sur une feuille séparée des autres, écrite de la main de son père, lors d'une nuit qu'Alexandre pouvait imaginer avec une clarté douloureuse, il trouva l'instruction finale. Elle était adressée à un messager dont il ne reconnaissait pas le nom, et disait que si le fils continuait à chercher la jeune Delacroix, il devait lui faire parvenir l'information qu'elle était partie de son plein gré parce qu'elle ne l'avait jamais aimé autant que lui. C'était écrit ainsi, avec la froideur de celui qui documente une décision administrative. Alexandre lut cette ligne 3 fois et resta ensuite silencieux pendant un très long moment dans la chambre fermée de son père, les lampes se consumant autour de lui. Le feu de la petite cheminée de la chambre s'éteignit avant qu'il ne se lève. Il resta dans le froid croissant avec cette feuille à la main, regardant l'écriture de son père qu'il connaissait depuis l'enfance, et sentit la rage arriver lentement et avec poids. Pas le genre qui crie, mais le genre qui s'installe et demeure et change la façon de respirer. Son père avait fabriqué les dettes. Son père avait détruit la famille d'elle et avait ensuite menti à son propre fils en lui disant qu'elle était partie parce qu'elle ne l'aimait pas afin qu'il cesse de chercher et accepte la séparation comme définitive. C'étaient 2 cruautés distinctes exécutées par la même main et toutes 2 avaient été parfaites. Brienne-le-Château était une petite ville à 3 jours de voyage de Valmy-sur-Loire, suffisamment discrète pour disparaître et suffisamment grande pour offrir du travail à qui en avait besoin. La famille Delacroix y était arrivée un après-midi de février avec 2 valises, peu d'argent et une dignité qu'ils refusaient de perdre malgré tout. Ils s'installèrent dans un appartement de 2 pièces, dans une rue étroite près du marché, avec de petites fenêtres qui laissaient entrer peu de lumière et des murs de pierre que l'hiver traversait facilement. Le comte Étienne regarda ces murs et dit que c'était un commencement. Camille le crut parce qu'elle avait besoin de croire. Son père trouva du travail comme copiste dans un cabinet d'avocats, copiant des documents avec la belle écriture qu'il avait toujours eue, recevant un salaire modeste qui couvrait l'essentiel. Camille commença à travailler comme servante dans des maisons de familles aisées de Brienne-le-Château, se levant avant l'aube, repassant des draps, servant à table, acceptant aussi des travaux pour des fêtes et des événements quand ils se présentaient, car le salaire était meilleur. Elle ne se plaignait pas. Elle apprit vite que la plainte ne nourrit personne et que la dignité n'est pas dans ce que l'on fait, mais dans la manière dont on le fait. Elle servait avec la même contenance qu'elle recevait auparavant des visites, et les familles qui l'employaient la respectaient, d'une manière qu'elle ne savait pas expliquer. Son père mourut 4 ans après leur arrivée à Brienne-le-Château. Le cœur, dit le médecin. Mais Camille savait que c'était plus que cela. C'était la honte accumulée, le poids d'un homme fier qui avait appris à vivre dans une dimension qui n'était pas la sienne, l'effort quotidien de celui qui fut détruit à l'extérieur et n'a jamais permis qu'on le détruise à l'intérieur, mais paya cet effort avec son corps. Il mourut un matin d'hiver, silencieusement, comme il avait vécu les dernières années. Camille organisa les funérailles avec le peu qu'ils avaient. Elle resta debout à côté de sa mère pendant toute la cérémonie, sans plier les genoux, et ne pleura que lorsqu'elle rentra chez elle et ferma la porte de sa chambre. Elle pleura pour tout à la fois, pour son père, pour la vie qu'ils avaient eue, pour l'amour qu'elle avait perdu, pour l'injustice de tout cela. Après le deuil, la réalité devint plus lourde. Sa mère commença à tomber malade lentement d'une faiblesse qui progressait sans hâte, mais sans s'arrêter. Et les dépenses de médecins et de médicaments s'ajoutaient au loyer et à la nourriture. Camille augmenta son travail, se levait avant le soleil, rentrait tard, acceptait tous les travaux qui se présentaient même lorsqu'elle était épuisée, et organisait chaque sou avec une rigueur qu'elle avait apprise dans la nécessité. Il y avait des nuits où elle s'asseyait à la table du salon après que sa mère se soit endormie et restait en silence, les mains sur les genoux,
regardant les médicaments alignés sur la petite étagère. Et ces nuits-là, la fatigue baissait la garde et il revenait. Alexandre, sans y être invité, avec cette clarté spécifique des choses qui ne disparaissent jamais complètement. Elle l'aimait, elle savait qu'elle l'aimait. Et elle se haïssait pour cela avec une régularité qui faisait partie de la routine, comme les médicaments et les comptes. Comment pouvait-elle aimer le fils de l'homme qui avait détruit sa famille? Comment le cœur pouvait-il être si désobéissant à la raison pendant si longtemps? Elle avait construit une explication qu'elle utilisait comme un mur, lorsque la pensée menaçait d'aller trop loin. Il savait, il était le fils du duc, il vivait au château, il avait accès à tout ce que son père faisait, il savait et n'avait rien fait. Il avait choisi le titre et l'héritage au-dessus d'elle. C'était une explication qui faisait mal, mais qui maintenait tout en place, et lui permettait de rester debout, sans se poser de questions sans réponse. Elle avait 34 ans lorsque Madame de Clermont la contacta pour travailler à une fête à Aumale. Le paiement couvrait 2 mois de médicaments et Camille accepta sans hésiter, laissa sa mère aux soins de la voisine de confiance et partit. Elle n'aurait jamais imaginé que cette fête changerait tout. Elle n'aurait jamais imaginé que l'homme auquel elle avait essayé de ne pas penser pendant 14 ans serait de l'autre côté d'un salon illuminé, la regardant comme si 14 ans n'avaient été qu'un long après-midi. Et elle n'aurait jamais imaginé que le mur qu'elle avait construit avec tant de soin était sur le point de commencer à se fissurer. Non pas d'un coup, mais lentement, comme se fissurent les murs construits sur un mensonge. Alexandre partit pour Brienne-le-Château 3 jours après avoir trouvé les papiers de son père, après avoir passé ces 3 nuits à relire les documents, à organiser ce qu'il savait et ce qu'il devait dire, et à comprendre qu'une lettre ne serait pas suffisante. Non, après tout, une lettre pouvait être renvoyée sans être ouverte, brûlée, ignorée avec la même froideur avec laquelle Camille avait dit bonne nuit dans le jardin d'Aumale. Ce qu'il avait à dire, il devait le dire de face, les yeux dans les siens, pour qu'elle voie que c'était vrai avant de décider quoi que ce soit. Il chevaucha pendant 2 jours avec de brèves haltes. Il dormit peu. Il arriva à Brienne-le-Château en fin d'après-midi d'un novembre nuageux, le froid du voyage collé à ses vêtements. Il trouva la rue que le valet Antoine avait décrite après une semaine d'enquête discrète, un immeuble aux murs de pierre sombre, avec de petites fenêtres dans une rue étroite près du marché. Il monta les escaliers, le cœur battant d'une manière qu'il ne reconnaissait pas comme un adulte, mais comme le jeune homme de 22 ans qui était resté immobile au milieu d'une rue parce qu'il n'avait pu avancer après l'avoir vu pour la première fois. Il frappa à la porte. Il y eut un long silence de l'autre côté. Puis le bruit de pas et la porte s'ouvrit. Camille se tenait sur le seuil avec une lampe à la main et une expression qui passa par plusieurs choses en moins d'une seconde avant de se refermer sur une contenance qui lui coûtait visiblement. Ils se regardèrent un instant sans mesure, la lampe entre eux, projetant une lumière qui rendait tout plus réel et plus difficile en même temps. « J'ai besoin que vous m'écoutiez, seulement cela », dit Alexandre d'une voix basse, qui ne tremblait pas seulement parce qu'il ne se le permettait pas. « Après, vous déciderez ce que vous voulez. » Elle resta immobile un long instant, et puis elle ouvrit la porte un peu plus, sans rien dire, et recula pour le laisser entrer. La maison de Camille était petite et sentait la médecine et la cire de bougie. Alexandre entra avec précaution et resta debout près de la porte pendant qu'elle posait la lampe sur la table du salon et se positionnait de l'autre côté, les bras croisés sur la poitrine. La posture de quelqu'un qui a ouvert la porte, mais qui n'a pas encore décidé si c'était une erreur. Le salon avait un panier à couture au sol, des médicaments alignés sur une étagère près de la fenêtre, une couverture soigneusement pliée sur le dossier d'une chaise. C'était toute une vie compressée dans un espace réduit, et Alexandre regarda tout cela avec une douleur qu'il ne parvint pas à cacher complètement sur son visage. Il fut direct, car il la connaissait suffisamment pour savoir qu'elle ne supporterait pas les détours. Il dit qu'il avait trouvé les papiers de son père rangés dans l'héritage du château. Il dit ce que contenaient les dettes fabriquées contre la famille Delacroix, les paiements aux intermédiaires pour bloquer les affaires du comte Étienne, les instructions écrites pour tout détruire de manière systématique et invisible. Il parla lentement avec les mots justes, sans dramaturgie, car la vérité n'avait pas besoin d'ornement pour être lourde. Camille écoutait sans bouger, les yeux fixés sur lui, mais les doigts qui serraient ses propres bras se resserraient à mesure qu'il parlait, et il le voyait. Quand il arriva à l'instruction donnée au messager, il s'arrêta une seconde, puis il dit à voix basse: « Mon père a fait dire que vous étiez parti parce que vous ne m'aimiez jamais comme je vous aimais, afin que je cesse de chercher. » Le silence qui suivit fut différent de tous les autres. Camille resta complètement immobile, et il y avait maintenant une petite fissure dans la contenance qu'elle ne parvint pas à refermer à temps. Ses doigts lâchèrent ses bras. Elle posa ses mains sur la table devant elle, comme si elle avait besoin de soutien sans vouloir l'admettre. Et la lampe entre eux éclairait un visage qui tentait de rester fermé, mais qui se brisait à l'intérieur avec une lenteur qu'elle ne pouvait arrêter. Alexandre sortit les feuilles de son manteau et les posa sur la table lentement, sans forcer, reculant d'un pas après les avoir laissées.
C'étaient les plus importantes, celles qui contenaient l'écriture de son père et les instructions les plus claires, celles qui ne laissaient aucune marge pour une autre interprétation. Camille les regarda un instant sans les toucher, comme quelqu'un qui observe quelque chose qui peut brûler avant de décider s'il doit tendre la main. Puis elle prit la première feuille avec précaution et commença à lire ligne par ligne, avec cette attention précise qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait. Alexandre resta debout de l'autre côté de la table en silence, la laissant lire sans la presser, sans remplir l'espace de mots qui n'avait pas été demandé. Elle lut tout, chaque page, chaque instruction, chaque registre de paiement. Elle relut certaines lignes 2 fois, celles qui contenaient l'écriture de son père, celles qui documentaient les dettes fabriquées avec une froideur bureaucratique qui rendait tout encore plus lourd. Alexandre observait son visage pendant qu'elle lisait et voyait les choses se produire sous la contenance. Une légère tension autour des yeux, un mouvement presque imperceptible de la mâchoire, les doigts qui tenaient les feuilles avec une pression qui augmentait à mesure qu'elle avançait. Elle sentait tout, contenait tout, et cela lui coûtait un effort qu'il voyait et respectait sans le nommer. Lorsqu'elle arriva à la dernière feuille, celle avec l'instruction au messager, elle resta immobile un instant plus long que pour les autres. Puis elle posa les papiers sur la table avec une précision soignée, aligna les feuilles avec les doigts et les regarda un moment qu'Alexandre laissa exister sans interrompre. La maison était silencieuse, à l'exception du bruit lointain de la rue et de la respiration régulière de la mère endormie dans la chambre voisine. Ce son que Camille écoutait chaque nuit et qui lui rappelait tout ce qu'elle devait continuer à soutenir. Alexandre attendit. « Êtes-vous sûr qu'il ne vous a pas montré ses papiers ?» dit-elle enfin d'une voix plus basse qu'elle ne l'avait voulu. Ce n'était pas une accusation directe. C'était une question qui devait être posée avant tout autre. « Jamais », répondit Alexandre, avec une simplicité qui n'avait pas besoin de plus. « J'ai tout su ce que vous savez maintenant en même temps que vous. » Elle leva les yeux des feuilles et le regarda un long moment, cherchant sur son visage le signe qu'elle cherchait toujours lorsqu'elle n'était pas sûre de l'honnêteté de quelqu'un. Elle ne le trouva pas. Elle ne trouva que les mêmes yeux qui n'avaient jamais appris à bien mentir. « Ma famille détruite », dit-elle d'une voix basse qui n'était pas un sanglot, mais qui portait en elle le poids de tout ce que le sanglot ne parvient pas à contenir. « Mon père est mort avec une défaite qui n'était pas la sienne. Ma mère est malade dans cette maison. » Elle fit une pause. Alexandre n'essaya pas de remplir le silence d'explications ou d'excuses, car il savait que ce n'était pas le moment. Elle continua. « Et j'ai passé 14 ans à me haïr de continuer à vous aimer. » La dernière phrase sortit sans qu'elle ne semble y avoir pensé. Et lorsqu'elle se rendit compte qu'elle l'avait dite, elle resta immobile une seconde avant de détourner le regard vers la fenêtre, avec une expression qui était à la fois vulnérabilité et rage contre elle-même d'avoir été vulnérable. Alexandre resta silencieux un instant qui pesa plus que n'importe quelle réponse possible. Puis il dit d'une voix basse et directe qu'elle connaissait « Moi aussi ». Pendant 14 ans, tous les jours, elle continua de regarder vers la fenêtre sans se retourner. Le silence entre eux était différent. Maintenant, non pas le silence hostile des dernières semaines, ni le vide de 2 inconnus. C'était le silence de 2 personnes qui viennent de reconnaître quelque chose en même temps et ne savent pas encore quoi en faire. Alors elle dit d'une voix qui redevenait contrôlée « Vous devez partir maintenant ». Et Alexandre comprit que ce n'était pas un rejet, c'était la limite de ce qu'elle pouvait contenir avant de se briser devant quelqu'un. Alexandre sortit de la maison de Camille et resta dans la rue sombre de Brienne-le-Château, son manteau boutonné jusqu'au cou et son souffle formant des nuages blancs dans l'air froid de novembre. La fenêtre de l'appartement était illuminée. Il la regarda un instant. Puis il commença à marcher sans but dans les rues de la petite ville, les mains dans les poches et l'esprit rempli de tout ce qu'il avait vu sur son visage pendant qu'elle lisait. Ce n'était pas du soulagement qu'il ressentit lorsqu'elle dit qu'elle l'avait aimé pendant 14 ans, c'était quelque chose de plus complexe et douloureux. La conscience de tout ce qu'ils avaient perdu et que l'amour à lui seul ne rendait rien de tout cela. Camille resta assise à la table après son départ, les papiers devant elle pendant très longtemps. La flamme de la lampe projetait des ombres sur les murs et de la chambre venait la respiration régulière de sa mère endormie. Elle relut les documents une 2e fois, plus lentement, ligne par ligne, avec la précision de celle qui a besoin d'une certitude absolue avant de se permettre de croire. L'écriture du père d'Alexandre était inimitable, les instructions étaient claires. La cruauté était là, documentée avec une froideur qui ne laissait aucune place au doute raisonnable. Et puis vint la partie la plus difficile. Si le père d'Alexandre avait menti à son fils en disant qu'elle était partie sans amour, alors Alexandre avait vécu 14 ans avec ce mensonge. Il avait cherché, il avait envoyé des gens, les choses qu'il avait dites dans le jardin d'Aumale et qu'elle avait écoutées avec la froideur construite pendant des années, revenaient maintenant avec un poids complètement différent. Et Camille sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine avec une force qui la surprit, non pas de rage, mais de douleur pour tout ce qui leur avait été volé à tous 2 en même temps, par les mêmes documents signés de la même main,
Mais la douleur n'effaçait pas complètement la méfiance. Camille était une femme qui avait appris avec effort que le monde n'est pas juste et que les gens disent ce qu'ils ont besoin de dire pour obtenir ce qu'ils veulent. Alexandre apparut avec des documents à un moment où elle était vulnérable. Les papiers semblaient réels, mais 14 ans de vie construits sur une conviction ne se défont pas en une seule nuit, simplement parce que quelqu'un apparaît à la porte, avec une explication et des yeux qui conservent encore la même chaleur qu'avant. Le cœur voulait croire. La raison demandait de la prudence et il y avait quelque chose qui la tracassait sans qu'elle puisse le résoudre. Le père Mathieu de Valmy-sur-Loire, qui avait essayé de parler à la famille avant leur départ et que son père n'avait pas laissé entrer. Que voulait-il dire? Elle alla dans la chambre de sa mère avant de se coucher, comme elle le faisait toujours. Madame Delacroix dormait d'une respiration un peu agitée, le visage plus pâle qu'il ne devrait l'être, mais tranquille. Camille s'assit un instant au bord du lit et la regarda, ce visage qui avait vieilli trop vite, les mains fines croisées sur la poitrine. Elle pensa à son père enterré dans un cimetière d'une ville qui n'était pas la sienne. Elle pensa aux années de travail, aux mains qu'elle ne reconnaissait plus comme les siennes quand elle les regardait la nuit. Et elle pensa à Alexandre, à 2 rues de là dans une auberge, avec ce regard qui la perturbait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle s'endormit tard et le sommeil fut agité, rempli de chants de coquelicots morts et d'un homme debout au milieu d'eux, qui la regardait avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Le lendemain matin, Camille ouvrit la fenêtre du salon pour aérer et vit Alexandre de l'autre côté de la rue. Il était appuyé contre le mur d'un immeuble, les mains dans les poches, regardant sa fenêtre sans se cacher. Il n'essayait pas de se cacher. Il ne prétendait pas être là par hasard. Il était simplement là avec cette patience qu'elle reconnaissait. La patience d'un homme qui a appris à attendre parce qu'il n'avait pas d'autre option. Camille ferma la fenêtre lentement et resta de dos un instant, les yeux fermés, respirant profondément. Elle prépara le petit déjeuner de sa mère, l'aida à s'asseoir, resta à ses côtés pendant qu'elle mangeait lentement. Sa mère écoutait et répondait avec cette douceur fatiguée des dernières années et parfois regardait sa fille avec une attention qui disait qu'elle comprenait plus qu'il n'y paraissait. Ce matin-là, elle demanda seulement « Tout va bien, ma fille ?» Camille dit oui. La mère acquiesça sans insister, mais ses yeux restèrent sur elle une seconde de plus, avec cette sagesse douce de celle qui a déjà vécu suffisamment pour savoir qu'il y a des questions qu'on ne pose pas 2 fois, car la réponse arrive quand elle est prête. Quand elle sortit chercher les médicaments à la pharmacie, Alexandre traversa la rue vers elle d'un pas direct. Elle ne s'arrêta pas, continua de marcher, et il se plaça à ses côtés avec un naturel qui l'irrita précisément parce qu'il était naturel. « Vous ne partez pas », dit-elle sans le regarder. « Non », confirma-t-il sans s'excuser. Ils marchèrent ainsi sur le trottoir étroit de Brienne-le-Château, 2 adultes qui s'étaient aimés et perdus, et qui maintenant marchaient ensemble sous un ciel nuageux de novembre, avec 14 ans entre eux et aucun mot suffisant pour couvrir tout cela. « Je ne sais pas si je vous crois complètement », dit-elle finalement s'arrêtant devant la pharmacie. Elle se retourna pour le regarder pour la première fois ce matin-là. Il soutint son regard sans le détourner. « Je sais », répondit-il. « Je ne vous demande pas de croire maintenant. Je vous demande de ne pas décider avant d'être sûr de ce dont vous avez besoin. » Elle étudia son visage un instant, cherchant le signe qu'elle cherchait toujours lorsqu'elle doutait de l'honnêteté de quelqu'un. Elle ne le trouva pas. Elle ne trouva que les mêmes yeux qu'avant, plus fatigués, plus marqués par le temps, mais avec cette incapacité de mentir qu'elle avait toujours reconnue, et qu'elle n'avait jamais su si c'était une faiblesse ou la forme la plus pure de force qu'elle connaissait. Elle entra dans la pharmacie sans répondre. Il resta dehors à attendre, les mains dans les poches, et la patience de toujours. Quand elle sortit avec les médicaments, il marcha à ses côtés en retour sans rien dire, sans la presser. Camille regarda droit devant elle pendant tout le trajet. Quand ils arrivèrent à l'immeuble, elle s'arrêta à l'entrée et dit sans le regarder « Il y a quelque chose que je dois vérifier par moi-même. Le père Mathieu de la paroisse de Valmy-sur-Loire a essayé de parler à notre famille avant notre départ. Mon père ne l'a pas laissé entrer. Je n'ai jamais su ce qu'il voulait dire. » Elle fit une pause qui contenait une décision déjà prise. « Je dois aller à Valmy-sur-Loire. » Alexandre resta immobile. Elle monta les escaliers sans rien dire de plus, et il resta dans la rue de Brienne-le-Château, regardant la porte fermée avec la certitude que ce qui se passerait dans cette ville déciderait de tout le reste. Camille passa la nuit suivante plus éveillée que dormie. Le plafond de la petite chambre de Brienne-le-Château au-dessus d'elle, et le poids de tout ce qu'elle savait et de tout ce qu'elle ne savait pas encore, répartis sur sa poitrine comme des pierres de tailles différentes. Les papiers d'Alexandre étaient sur la table du salon où il les avait laissés, et elle n'avait pas besoin de les relire pour les voir. Elle connaissait chaque ligne par cœur après les avoir lues et relues avec cette attention qu'elle mettait aux choses importantes. L'écriture du père d'Alexandre était inimitable, les instructions étaient claires, mais il manquait un morceau, un fil lâche qu'elle ne parvenait pas à ignorer.
Et tant que ce fil resterait lâche, elle ne pourrait se poser complètement dans aucune direction. Le père Mathieu avait essayé de parler à la famille avant qu'il ne quitte Valmy-sur-Loire. Il avait frappé à la porte, et son père ne l'avait pas laissé entrer. À ce moment-là, elle ne l'avait pas remis en question, car il y avait trop de chaos ces jours-là, trop de douleur et trop d'urgence à partir avant que la situation ne s'aggrave encore. Mais maintenant, ce détail revenait avec une insistance qui ne la laissait pas en paix. Un curé de paroisse n'appelle pas à la porte d'une famille qui part pour des raisons triviales. Il y avait quelque chose qu'il voulait dire et qu'il n'a jamais dit, et ce quelque chose pouvait confirmer ce que montraient les papiers d'Alexandre, ou pouvait révéler une couche de l'histoire qu'aucun d'eux ne connaissait encore. Elle se leva avant l'aube, prépara le petit déjeuner de sa mère en silence, et lorsque Madame Delacroix se réveilla, et la trouva déjà vêtue avec la petite valise à ses pieds, elle demanda avec cette voix tranquille qu'elle utilisait pour les choses importantes « Tu vas à Valmy-sur-Loire » Ce n'était pas une question. Camille la regarda un instant et dit oui, qu'elle devait vérifier quelque chose avant de pouvoir décider de quoi que ce soit d'autre. La mère resta silencieuse un instant, les yeux clairs et attentifs, posés sur sa fille avec une profondeur que Camille connaissait et devant laquelle elle ne parvenait jamais à tout cacher complètement. Puis elle dit « Va ma fille, et cette fois ne reviens pas si la peur te prend. Reviens avec la vérité. » La voisine de confiance resta avec la mère pendant les 3 jours du voyage, comme à d'autres occasions. Camille laissa de l'argent pour les médicaments, organisa les instructions avec sa précision habituelle et quitta la maison par un froid matin de novembre avec sa petite valise et le cœur partagé entre ce qu'elle savait et ce qu'elle devait encore confirmer. Alexandre était dans la rue quand elle descendit les escaliers, appuyée contre le mur de l'immeuble d'en face, les mains dans les poches, et elle s'arrêta un instant en le voyant. Il ne dit rien, elle non plus. Puis elle commença à marcher vers la place où la diligence partait une fois par semaine, et il resta debout dans la rue, la regardant s'éloigner avec une expression qu'elle ne vit pas, mais qui existait tout de même. La diligence partit à midi avec 4 passagers, 2 commerçants et une femme âgée qui s'endormit avant de quitter Brienne-le-Château. Camille s'installa près de la fenêtre et regarda le paysage changer à mesure que la ville restait derrière, les champs de terre entre les collines couvertes de pins, les petits villages avec la fumée sortant des cheminées, le ciel gris qui promettait de la pluie, mais la reportait. Elle avait 2 jours de voyage devant elle et suffisamment de temps pour penser, ce qu'elle ne voulait précisément pas faire à l'excès. Car penser sans avoir l'information manquante, c'était construire sur du sable. Elle regarda par la fenêtre et laissa le paysage passer sans le fixer. Et elle pensa à Alexandre non pas avec l'esprit, mais avec cette partie plus profonde où les décisions sont prises avant d'être pensées. Elle pensa à la façon dont il était resté debout de l'autre côté de la table de sa maison, sans la presser, la laissant lire sans rien exiger. Elle pensa à la patience avec laquelle il avait attendu dans la rue le matin suivant, appuyé contre le mur comme quelqu'un qui sait qu'il ne peut rien faire d'autre que d'être présent, et qui pourtant est présent. Elle pensa à sa voix quand il dit pendant 14 ans, tous les jours avec cette simplicité qui n'avait pas besoin d'ornement pour être réelle, et elle pensa qu'il y avait une différence entre vouloir croire et avoir des raisons de croire, et qu'elle allait à Valmy-sur-Loire précisément pour découvrir si ces raisons existaient en dehors des papiers et en dehors de ses yeux. La diligence arriva à Valmy-sur-Loire, un après-midi nuageux du 2e jour de voyage, et Camille sentit le moment où la ville apparut au fond du chemin, avec une contraction dans la poitrine qu'elle n'attendait pas. Elle était plus petite qu'elle ne se souvenait, ou peu. Être avait-elle grandi d'une manière qui rendait tout plus petit. Les rues de pierre claire que le soleil dorait les après-midi d'été étaient maintenant grises sous le ciel couvert, avec des feuilles sèches accumulées dans les coins et les arbres de la place dénudés pour l'hiver. C'était la même ville, et ce n'était pas la même. Comme il arrive avec les lieux que nous connaissons à une étape de la vie et que nous visitons à une autre, et qui révèlent dans cette différence plus sur nous que sur eux. Elle descendit de la diligence sur la place centrale, la petite valise à la main, et resta debout un instant, regardant l'espace qu'elle connaissait depuis l'enfance. La fontaine au centre était toujours là, avec l'eau coulant en un filet fin et constant. Le magasin de tissus, où Alexandre l'avait vu pour la première fois, était fermé, les fenêtres couvertes de l'intérieur, peut être avec un autre propriétaire ou fermé définitivement. Le bâtiment de la bibliothèque municipale avait une nouvelle peinture sur la façade, mais la même porte en bois sombre avec la même poignée en fer. Les choses changent et ne changent pas en même temps, et il y a une étrangeté particulière à reconnaître un lieu qui vous reconnaît aussi. Elle logea dans une auberge modeste près de la place, se lava le visage du voyage et sortit avant la tombée de la nuit, se dirigeant directement vers l'église paroissiale. Elle marcha dans les rues de Valmy-sur-Loire d'une lenteur qui ne lui était pas habituelle, laissant les souvenirs arriver sans essayer de les arrêter cette fois, le chemin de la bibliothèque, le marché couvert,
la rue où se trouvait la maison où elle avait grandi. Elle s'arrêta devant cette rue, un instant. La maison des Delacroix appartenait à une autre famille maintenant, avec des rideaux différents aux fenêtres et un pot de fleurs fanées à l'entrée qui n'était pas là avant. C'était étrange de regarder un endroit qui avait été le sien et d'y voir la vie d'une autre personne. Elle respira profondément et continua de marcher. L'église paroissiale était un bâtiment en pierre sombre, avec une cloche qu'elle se souvenait d'entendre les dimanches, avec un petit jardin à l'avant où les enfants jouaient après la messe. Elle entra avec précaution, laissant ses yeux s'adapter à la pénombre intérieure et à l'odeur d'encens et de bois anciens, qui était la même dans toutes les églises et qui par conséquent sentait quelque chose d'antérieur aux souvenirs concrets, quelque chose qui appartenait à toute l'enfance et non à un seul moment. Un sacristain qui balayait le couloir latéral leva les yeux quand elle entra et elle demanda le père Mathieu. L'homme dit que le prêtre était dans le jardin arrière et qu'elle pouvait aller le voir. Le jardin arrière était petit, avec un banc de pierre et un vieux figuier au centre, dont les branches nues s'étendaient contre le ciel gris comme des doigts ouverts. Le père Mathieu était assis sur le banc, un livre fermé sur les genoux et le regard posé sur les branches du figuier, avec l'attention sereine de celui qui cherche quelque chose qui n'est pas dans les livres et qui apparaît parfois dans les choses simples, si l'on a la patience d'attendre. C'était un homme aux cheveux entièrement blancs et au dos légèrement courbé par le temps, avec de grandes mains tranquilles posées sur le livre. Camille s'arrêta à l'entrée du jardin et le père sentit sa présence avant de la voir. Il se retourna avec cette lenteur tranquille de celui qui ne s'effraie pas facilement, et ses yeux clairs se posèrent sur elle, avec une attention qui grandit jusqu'à devenir de la reconnaissance. Il ferma le livre lentement, la regarda un instant qui dura plus qu'une simple reconnaissance, et puis il dit d'une voix qui portait des années de poids soigneusement gardées, « Camille Delacroix. J'attendais que vous veniez. Je ne savais juste pas si ce serait encore de mon vivant. » Ils s'assirent sur le banc de pierre du jardin avec les dernières lumières du jour, dorant les pierres autour et le vent froid de novembre, remuant les branches du figuier avec un doux murmure. Le père demanda comment elle allait, comment allait sa mère, et écouta les réponses avec une attention sincère, sans hâte, avec la patience de celui qui a appris que les choses importantes ont besoin d'un moment de respiration avant d'être dites. Camille répondait brièvement, impatiente d'arriver à ce qu'elle avait besoin d'entendre, mais incapable de presser cet homme qui portait ce qu'il portait, avec la dignité tranquille de celui qui sait que certaines vérités ont besoin du bon moment pour être dites. Le père commença lentement, organisant les mots avec le soin de celui qui a revu l'histoire maintes fois dans sa mémoire au fil des ans, et sait exactement où elle commence et où elle se termine. Il avait appris les manœuvres du duc Armand par un homme de Valmy-sur-Loire, que le duc avait engagé comme intermédiaire pour une partie du stratagème, et qui, par la suite, s'était repenti et était venu se confesser. Le secret de la confession l'avait empêché de parler publiquement à ce moment-là. Mais cet homme était mort 2 ans après le départ de la famille Delacroix, et sa mort avait libéré le père de ce silence. Trop tard pour retrouver la famille qui était déjà partie sans laisser d'adresse, mais il avait tout gardé en attendant, allumant une bougie chaque semaine, avec l'intention que la vérité arrive à qui elle devait arriver. « Et j'ai essayé de vous parler avant que vous ne partiez », dit le père d'une voix qui portait une ancienne culpabilité. « J'ai frappé à votre porte et on ne m'a pas ouvert. J'ai compris plus tard que votre père ne voulait plus de complications, qu'il voulait partir vite et sans plus d'histoire. Je comprends. Mais j'ai porté pendant des années le poids de ne pas avoir insisté davantage, de ne pas avoir trouvé une autre façon de vous atteindre. » Camille resta silencieuse, les mains jointes sur ses genoux, regardant le sol de pierre du jardin. Le vent agita les branches du figuier au-dessus d'eux, avec un son qui ressemblait à une respiration. « Et Alexandre ?» dit-elle finalement d'une voix qui ne révélait pas la direction de la question. Le père la regarda un instant avant de répondre, comme quelqu'un qui évalue le poids de ce qu'il va dire et confirme que la personne en face de lui est prête à le recevoir. « Alexandre n'a jamais rien su, » dit-il avec une clarté qui ne laissait aucune place au doute. « De cela, je peux vous parler avec certitude, car je l'ai vu ici dans cette même église, des semaines après votre départ, agenouillé sur ce banc de devant pendant 1 heure, la tête baissée et les poings serrés sur les genoux. Il fit une pause. Un homme qui sait que son père a détruit la famille de la femme qu'il aime n'a pas ce genre de douleur. Il a de la culpabilité. Lui, il n'avait que de la perte. » Camille resta complètement immobile. Le jardin était silencieux, sauf le vent, et le son lointain d'une autre cloche dans la partie basse de la ville. Le père continua de la même voix posée et claire. « La famille du duc lui a fait parvenir l'information que vous étiez parti de votre plein gré, que vous ne l'aimiez pas comme lui vous aimait. Il a cru parce qu'il n'avait aucune raison de ne pas croire. Il est revenu à Valmy-sur-Loire les premières années, posant des questions sur vous, et je voyais cet homme parcourir les mêmes rues avec les yeux de celui qui cherche encore quelque chose qu'il s'est perdu, mais qu'il ne peut s'empêcher de chercher.
Il fit une pause plus longue, puis les visites cessèrent. J'ai pensé que le temps avait fait son travail. Je ne savais pas qu'il n'avait jamais tourné la page. Les larmes arrivèrent sans prévenir, ce qui était la manière dont elles arrivaient lors des rares occasions où elles arrivaient. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir, c'étaient celles qui viennent quand quelque chose qui a été tordu pendant longtemps se redresse enfin. Une douleur différente et plus propre que toutes les autres. La douleur de comprendre que 14 ans de ressentiment étaient mal dirigés et qu'il y a des pertes qui ne peuvent être rendues, mais qui au moins maintenant ont le bon nom. Le père resta silencieux à ses côtés, sans la presser, avec la patience de celui qui sait qu'il y a des moments qui ont juste besoin d'espace pour exister sans que personne ne les résolve. Camille laissa les larmes couler un instant, puis s'essuya le visage du revers de la main et respira profondément, regardant le jardin qui s'obscurcissait autour d'elle, avec une nouvelle sérénité qu'elle ne s'attendait pas à y trouver. Le père posa délicatement sa main sur son bras et dit « Il y a des choses que le temps cache et que seul le courage a la patience de trouver. Va ma fille, et cette fois ne laisse pas la peur décider pour toi. » Camille le regarda un instant, acquiesça sans pouvoir parler et se leva du banc de pierre, ses jambes ayant besoin d'une seconde pour se souvenir comment bouger. « Et je dois m'arrêter ici un instant, ma chère famille, car cette histoire me touche le cœur d'une manière que les mots peuvent à peine décrire. » Camille est allée seule à Valmy-sur-Loire. Elle a entendu la vérité d'une source qui n'avait rien à gagner à la raconter, et sait maintenant, avec une certitude qui ne vient ni des papiers ni des yeux d'Alexandre, mais d'un témoin neutre qui a porté ce poids pendant 14 ans, qu'il n'a jamais su, qu'ils ont tous deux été victimes du même mensonge. Je voudrais beaucoup savoir ce que vous ressentez maintenant. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous feriez à la place de Camille. Reviendriez-vous avec lui après tout? Pourriez-vous pardonner 14 ans de souffrance, même en sachant qu'il n'avait pas de faute? Écrivez. J'adore lire chaque mot que vous laissez ici car c'est ce qui me dit que cette histoire arrive là où elle doit arriver, droit au cœur de vous. Et puisque nous sommes ensemble en ce moment si spécial, laissez-moi ce pouce levé. Cela ne coûte rien et cela représente le monde. Car c'est ce qui dit à la chaîne que cela vaut la peine de continuer à créer des histoires comme celle-ci, pleines de vérité et d'amour. Merci d'être là. Raclement de gorge. Continuons, car Camille a encore un chemin à parcourir avant d'arriver à Alexandre. Camille retourna à l'auberge d'un pas plus lent que d'habitude, non pas par fatigue, mais par cette sorte de léger poids que le soulagement apporte parfois, le poids de celle qui a laissé quelque chose qu'elle portait depuis longtemps et qui ne sait pas encore marcher sans. La rue était presque vide à cette heure-là, avec seulement quelques hommes à la porte d'une taverne au coin et une femme fermant les volets au premier étage d'une maison. Brienne-le-Château était à 2 jours de là, Alexandre était à 2 jours de là, et il y avait maintenant en elle une certitude que le père avait confirmée avec la sérénité de celui qui n'a rien à gagner à mentir. La certitude que tout ce qu'elle avait cru sur la complicité d'Alexandre était faux. Elle resta assise sur le lit de l'auberge pendant très longtemps, les mains sur les genoux, ne pensant pas de manière ordonnée, mais laissant les pièces se ranger avec le poids qu'elle méritait. 14 ans. 14 ans d'une conviction qui était un mensonge, construite par la même main qui avait détruit la famille de son père, exécutée avec la même froideur bureaucratique que les papiers documentaient. Le père d'Alexandre avait volé tout ce qu'il pouvait voler, les terres, l'argent, l'honneur, et ensuite il avait aussi volé les années que Camille et Alexandre auraient pu avoir, nourrissant en chacun d'eux une fausse version de l'autre pour qu'aucun ne continue à chercher. Elle pensa à son père, au comte Étienne, qui était mort avec cette défaite silencieuse dans la poitrine, qui n'avait jamais su que la cause de la destruction était documentée dans une archive du château, attendant que quelqu'un ouvre le bon dossier. Elle pleura pour lui cette nuit-là, avec une quiétude différente de toutes les précédentes. Non pas le sanglot du deuil récent, ni celui de la fatigue accumulée, mais le sanglot de celle qui pleure pour quelqu'un, sachant enfin que l'injustice qu'il avait subie avait un nom et une preuve, et que le monde le savait maintenant. C'était peu, c'était tard, mais c'était quelque chose. Elle pensa à sa mère, à Madame Delacroix, avec sa douceur fatiguée et ses yeux qui comprenaient plus que ce que sa fille disait. Sa mère n'a jamais parlé directement d'Alexandre pendant les 14 ans après avoir quitté Valmy-sur-Loire. Elle n'a jamais posé de questions ni fait de commentaires, mais il y avait dans ses questions occasionnelles sur le bien-être de sa fille une attention spécifique que Camille reconnaissait maintenant avec une nouvelle clarté. Sa mère savait que sa fille n'avait jamais oublié et l'avait laissé porter ce fardeau seule, car elle savait qu'elle devait atteindre sa propre vérité en son propre temps. Elle s'endormit tard et se réveilla tôt avec cette clarté de but qui arrive parfois après une nuit difficile. Comme si le sommeil avait ordonné ce que la veille n'avait pas pu. Elle se leva, se lava le visage, fit sa valise avec les mouvements précis de toujours et se rendit à la boulangerie de la place pour acheter du pain avant de prendre la diligence de retour. En attendant que le boulanger enveloppe le pain, elle regarda la place de Valmy-sur-Loire qui s'éveillait lentement.
des étals de marché s'installant, des enfants traversant la pierre en chemin vers l'école, la fumée des cheminées montant droit dans l'air froid du matin. C'était une scène commune et tranquille, et elle la regarda avec le sentiment de celui qui dit définitivement adieu à un lieu, non pas avec tristesse, mais avec la paix de celui qui a clos quelque chose qui devait l'être. La diligence partit à midi avec le même froid de novembre et le même ciel gris du voyage aller. Camille s'installa près de la fenêtre, et cette fois elle n'eut pas besoin d'éviter la pensée. Elle la laissa aller directement là où elle voulait aller, vers Brienne-le-Château, vers la rue étroite, vers la fenêtre illuminée d'une petite maison, vers un homme qui avait attendu sans qu'elle le lui demande et qui était toujours là. Ce qu'elle allait dire en arrivant, elle ne le savait pas encore en mots, mais elle le savait autrement, dans cette partie qui n'utilise pas de mots et qui est donc plus honnête que tout le reste. Elle allait revenir et cette fois elle n'allait pas reculer. La diligence arriva à Brienne-le-Château en fin de deuxième journée, le soleil déjà bas à l'horizon, et les rues de la ville couvertes par la lumière orangée du crépuscule qui rendait tout plus doux et plus réel en même temps. Camille descendit avec sa petite valise et respira l'air de Brienne-le-Château qui sentait la fumée de cheminée et la terre humide de la pluie récente et commença à marcher vers sa rue d'un pas qui avait une qualité différente de ceux qu'elle avait utilisés au départ. Ni plus rapide, ni plus lent, mais différent. Comme lorsque le poids que l'on porte ne change pas en quantité, mais en nature, et que le corps le porte différemment. Elle tourna au coin de la rue et s'arrêta. Alexandre était assis sur les marches de son immeuble, les coudes appuyés sur les genoux et la tête légèrement inclinée, comme quelqu'un qui a attendu si longtemps qu'il n'a plus besoin de faire semblant de ne pas attendre. Il ne regardait pas dans sa direction quand elle tourna au coin. Il regardait le sol de pierre avec cette concentration vide de celui qui pense sans penser à rien de concret. Il leva les yeux en entendant les pas et la reconnaissance apparut sur son visage avec une rapidité qu'il n'essaya pas de cacher. Il resta immobile un instant, étudiant son visage à la lumière du crépuscule avec une attention qu'il ne dissimulait pas. Camille s'arrêta à 2 pas de lui. Elle le regarda assis sur ses marches, le duc de Montalet aux vêtements froissés par des jours d'attente et ses yeux qui n'avaient jamais appris à bien mentir et sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine avec une douceur inattendue. Elle ne dit rien immédiatement, lui non plus. Ils restèrent ainsi un instant qui avait le poids de 14 ans et la légèreté de quelque chose qui se pose enfin après avoir volé trop longtemps sans savoir où atterrir. « Je suis allée voir le père Mathieu », dit-elle d'une voix tranquille qui portait en elle la fermeté de celle qui est arrivée à une conclusion après un long chemin. Alexandre resta immobile, les yeux fixés sur les siens, sans essayer d'anticiper ou de combler le silence. « Il a tout confirmé », continua-t-elle. Il savait ce que votre père a fait. Il a essayé de nous parler avant notre départ. Elle fit une pause et dit qu'il vous a vu à Valmy-sur-Loire des semaines après notre départ, agenouillé dans l'église pendant 1 heure. Alexandre ferma les yeux une seconde, comme si ces mots atteignaient un endroit en lui qui était resté fermé longtemps et avait besoin d'un instant pour s'ouvrir sans se briser. Quand il les ouvrit, il y avait de l'humidité en eux qu'il n'essaya pas de cacher. Camille. Sa voix sortit avec ce ton bas qu'il utilisait quand il n'y avait plus rien à filtrer, raclement de gorge entre ce qu'il ressentait et ce qu'il disait. « Je ne savais pas. Je vous jure que je ne savais pas. » Elle le regarda un long moment, le visage qu'elle connaissait par cœur et que le temps avait rendu plus sérieux, mais non moins reconnaissable, et dit avec un calme qui cette fois était réel et non construit. « Je sais. » C'étaient 2 petits mots, et ils contenaient tout ce qui avait changé, la méfiance qui avait fait place à la certitude, la douleur qui n'avait pas disparu, mais qui avait enfin la bonne direction. Alexandre se leva des marches et se tint devant elle. Plus près que les dernières fois, elle ne recula pas. Il y avait une énorme différence dans ce non-recul, et tous deux la ressentirent en même temps sans avoir besoin de la nommer. Il leva la main lentement, et ses doigts se posèrent avec soin sur son visage. Une question sans mots à laquelle elle répondit, en fermant les yeux 1 seconde, juste 1 seconde, avant de les ouvrir et de le regarder avec une expression qui était à la fois la femme de 34 ans qui avait tout porté et la jeune femme de 20 ans qui avait dit oui dans la roseraie de Valmy-sur-Loire. « Vous devez entrer », dit-elle d'une voix qui n'était pas froide. « Ma mère est à la maison. » Alexandre lâcha lentement sa main, acquiesça et monta les marches à ses côtés. Et quand la porte de la maison de Camille s'ouvrit ce soir de novembre, c'était la première fois en 14 ans qu'Alexandre entrait dans un lieu qu'il ressentait comme un foyer. La maison de Camille était petite et sentait la médecine et la cire de bougie. Alexandre entra avec précaution, comme quelqu'un qui entre dans un espace qu'il respecte avant de le connaître, et resta debout près de la porte pendant qu'elle accrochait son manteau au porte-manteau et allumait une seconde lampe sur la table du salon. La lumière fut doublée, et la pièce devint visuellement plus chaude, les ombres reculant vers les coins et les objets du salon, acquérant une netteté que la pénombre cachait. C'était un espace qui en disait long sur la vie qu'elle menait,
Le panier à couture au sol avec les aiguilles organisées par taille, les médicaments alignés sur l'étagère près de la fenêtre, avec une précision qui n'admettait aucune négligence, la couverture pliée sur le dossier de la chaise avec tous les plis parallèles, une vie entière administrée avec rigueur, car la rigueur était ce qui maintenait tout en place, quand le reste ne le faisait pas. Alexandre regarda tout cela avec une douleur qu'il ne cacha pas complètement sur son visage, et Camille vit qu'il voyait plus que les objets. Il voyait les années sous les objets, et ne dit rien, car il n'y avait rien pour atténuer ce poids sans le falsifier. Elle se positionna de l'autre côté de la table, non pas les bras croisés cette fois, mais les mains posées sur la surface en bois, et le regarda avec une ouverture qui était nouvelle et qui coûtait autant que la froideur auparavant, mais différemment. C'était plus difficile d'être ouverte que d'être fermée. L'ouverture expose, la froideur protège. Elle choisit l'ouverture et sentit l'effort de cela dans chaque muscle de son visage. « Ma mère va bientôt se réveiller » dit-elle d'une voix tranquille. « Je veux que vous soyez ici quand elle se réveillera. » Alexandre resta immobile une seconde et dans cette seconde, il y avait une émotion qu'il ne s'attendait pas à recevoir et qui, pour cette raison, arriva sans défense. L'émotion d'être invité à être présent à un moment important, d'être traité non pas comme une visite gênante, mais comme quelqu'un qui appartenait à cet espace. Il acquiesça lentement sans parler et alla s'asseoir sur la chaise qu'elle indiqua d'un geste du côté de la table où la lumière de la lampe parvenait le mieux. Ils restèrent silencieux un instant qui n'était pas vide, qui était le silence de deux personnes qui avaient dit ce qu'il fallait dire ces dernières semaines et qui apprenaient maintenant à être ensemble différemment, non pas dans l'affrontement ni dans l'explication, mais dans la simple présence l'un de l'autre, dans un petit salon avec l'odeur de médecine à la lumière de la lampe et le bruit lointain de la ville au dehors. Alexandre regarda ses mains posées sur la table, les mains qu'il connaissait des après-midi de dimanche à Valmy-sur-Loire et qui portaient maintenant d'autres marques, le travail écrit sur la peau d'une manière qui ne disparaît pas, mais qui n'est pas non plus une honte, et il sentit une tendresse qu'il ne sut où placer. « Comment va-t-elle » dit-il d'une voix basse qui indiquait la mère sans avoir besoin de la nommer. Camille resta un instant avant de répondre. Mieux qu'il y a 1 an. Le médecin dit qu'avec les soins corrects, elle peut se stabiliser. Elle fit une brève pause. Jusqu'à présent, les soins corrects dépendaient de ce que je pouvais gagner. Elle le dit sans accusation, juste comme un fait, avec l'objectivité de celle qui a appris à présenter la réalité sans dramaturgie. Car la dramaturgie ne change pas les chiffres. Alexandre écouta et ne répondit pas immédiatement. Non pas parce qu'il n'avait pas de réponse, mais parce qu'il savait qu'elle ne demandait pas de solution à ce moment-là. Elle était juste honnête, et son honnêteté méritait le silence avant toute autre chose. De la chambre vint le bruit d'un mouvement, le craquement du lit, des pas lents sur le sol. Camille se leva avec le naturel de celle qui a déjà fait ce mouvement des centaines de fois et alla jusqu'à la porte de la chambre. Elle l'ouvrit avec précaution et dit à voix basse « Maman, tu as de la visite ?» Il y eut un moment de silence de l'autre côté de la porte. Puis la voix de Madame Delacroix, plus faible que ce qu'Alexandre se souvenait, mais avec la même cadence. « Dis-lui d'entrer. » Et Camille se tourna vers lui avec une expression qui était à la fois une invitation et un doux avertissement. L'expression de quelqu'un qui ouvre une porte importante et veut que celui qui entre comprenne le poids de ce qu'il traverse. Madame Delacroix était assise sur le lit, un oreiller derrière le dos et une couverture sur les jambes, les cheveux blancs simplement attachés, et les yeux clairs que Camille avait hérités ouverts avec une attention que la fatigue du corps ne parvenait pas à éteindre. Elle était plus fragile qu'Alexandre ne se souvenait d'une femme qui jouait du piano les après-midi de dimanche, avec une légèreté dans les doigts qui ne semblait pas coûter d'effort, mais il y avait en elle une présence que le temps n'avait pas diminuée, cette qualité spécifique de certaines personnes qui occupent l'espace avec une autorité tranquille, qui n'a pas besoin d'être déclarée pour être ressentie. Alexandre entra dans la chambre, son chapeau à la main, et resta debout près de la porte, lui laissant le temps de le voir avant d'avancer. Madame Delacroix le regarda un instant qu'il laissa exister sans le remplir de mots. C'était un regard qui pesait sans être hostile, le regard d'une femme qui a perdu son mari, sa santé et ses années, et qui n'a pas la patience pour tout ce qui n'est pas complètement réel. Alexandre soutint ce regard sans le détourner, avec la même gravité qu'il recevait les regards des conseillers du duché quand il voulait le tester, mais avec une humilité différente, car ce regard méritait plus que la posture d'un duc. « Je sais qui vous êtes », dit-elle enfin, d'une voix plus ferme que la fragilité de son corps ne le suggérait. « Et je sais ce que votre famille a fait à la mienne. » Alexandre acquiesça gravement. « Je sais. Il n'y a pas d'excuse pour ce que mon père a fait. Je ne suis pas venu demander pardon au nom de quelqu'un qui ne peut le faire. Je suis venu parce que votre fille méritait de savoir la vérité et parce qu'il y a des choses que je dois réparer tant qu'il est encore possible de le faire. » Madame Delacroix écouta sans ciller, évaluant chaque mot comme quelqu'un qui lit au-delà de ce qui est dit. Après un silence qui pesa avec dignité, Madame Delacroix dit «
Mon mari est mort avec une défaite qui n'était pas la sienne. Cela ne change rien. Alexandre répondit, cela ne change rien et cela n'aurait pas dû arriver. Elle le regarda un instant de plus, puis dit avec une douceur inattendue, asseyez-vous, mon fils. Et dans ces deux mots, il y avait une acceptation qui n'était ni oubli, ni absolution facile. C'était quelque chose de plus honnête. La reconnaissance que le monde fait des choses terribles par l'intermédiaire des gens et que parfois la seule réponse possible est de continuer à être juste, même quand c'est difficile. Alexandre s'assit sur la chaise que Camille avait apportée de l'autre pièce et les trois entamèrent une conversation qui commença avec précaution et gagna une naturalité qu'aucun des deux n'attendait si rapidement. Madame Delacroix posait des questions directes sur ce qu'Alexandre avait trouvé dans les papiers de son père, sur ce qu'il avait fait dans les années qui suivirent le départ de Camille, sur ce qu'il comptait faire maintenant. Et il répondait avec la même franchise, car il comprit dès les premières secondes que mentir ou adoucir dans cette pièce serait une insulte que cette femme ne méritait pas. Camille resta assise à côté de sa mère en silence pendant une partie de la conversation, les observant tous deux avec cette attention qu'elle mettait aux choses importantes. Lorsque Madame Delacroix commença à montrer des signes de fatigue, Camille se leva et dit que sa mère avait besoin de se reposer. Alexandre se leva aussi, et lorsque Madame Delacroix tendit la main, il la prit avec soin, et elle dit d'une voix qui n'était presque qu'un murmure. Mon mari aurait aimé avoir cette conversation. C'était un homme juste, et il aimait la justice, même quand elle arrivait tard. Alexandre ne parvint pas à répondre par des mots. Il acquiesça, ses yeux le trahissant une seconde, et sortit de la chambre derrière Camille, refermant la porte avec la précaution de celui qui ferme quelque chose de précieux. Ils retournèrent au salon et Camille prépara du thé avec ses gestes habituels, la théière, les tasses, le miel que sa mère prenait toujours avant de dormir. Alexandre resta assis à table, observant cette routine avec une attention qu'elle sentit, mais ne commenta pas. Il y avait dans les petites choses de Camille, dans la façon dont elle pliait le torchon avant de le poser, dans la façon dont elle alignait les tasses avec une précision qui n'était pas de la rigidité mais une habitude. Une narration de 14 ans que les mots ne pouvaient raconter avec la même fidélité. C'était la narration d'une femme qui avait appris à vivre seule avec efficacité et qui portait cette efficacité sur son corps comme une seconde peau. Quand le thé fut prêt, elle lui apporta une tasse sans demander s'il en voulait, et il la reçut sans commenter qu'elle savait qu'il le prenait sans sucre, ce qui était une de ces petites choses que les personnes qui s'aiment savent l'une de l'autre, et qui demeurent même quand tout le reste change. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, les tasses entre eux et la lumière de la lampe, créant un cercle de chaleur que la nuit froide du dehors rendait plus nette. C'était une scène domestique et simple, le genre de scène qu'Alexandre avait imaginé des centaines de fois au fil des ans, sans un espace défini pour la placer, et maintenant elle était là avec tous les contours corrects. « Que comptez-vous faire ?» dit-elle d'une voix directe qui n'était pas agressive, mais qui ne tournait pas non plus autour du pot. Alexandre posa sa tasse et répondit avec la même franchise. « Il y a des documents que mon homme de loi prépare à Montalet. La restitution de ce qui a été extorqué à votre famille avec les valeurs correctes et les intérêts des années passées. » Camille resta silencieuse un instant. « Je ne suis pas venu demander cela, dit-elle. Je sais, répondit-il. Ce n'est pas pour cela que je le fais, c'est parce que c'est juste et parce que votre père mérite que cela soit fait indépendamment de toute autre chose. » Elle le regarda un long moment, avec cette attention qui traversait les mots et cherchait ce qu'il y avait en dessous. Puis elle dit d'une voix plus basse. Et au-delà de cela, Alexandre comprit que ce n'était pas une question d'argent. C'était une question sur le reste, sur ce qu'il y avait au-delà de la réparation financière, sur ce qu'il faisait dans cette petite ville, assis à sa table avec une tasse de thé et ses yeux qui n'avaient pas appris à bien mentir. Il respira profondément et dit avec une simplicité qui n'avait pas besoin d'être élaborée. « Je veux être là où vous êtes si vous me le permettez. » Camille resta silencieuse. La lampe crépita doucement entre eux. « Ce n'est pas simple, dit-elle enfin. Ma mère a besoin de soins constants. J'ai mon travail ici, les familles qui dépendent de moi, la vie que j'ai construite. » Alexandre écouta tout sans interrompre, avec l'attention de celui qui écoute vraiment et ne prépare pas sa réponse pendant que l'autre parle. Quand elle eut fini, il dit « Je ne suis pas venu vous demander une autre vie, je suis venu vous demander la vôtre. Je suis venu vous demander votre vie, telle qu'elle est avec tout ce qu'elle contient. » Elle le regarda un instant qui avait la qualité spécifique des moments qui décident des choses. Puis elle dit d'une voix qui était à la fois prudente et ouverte « C'est une grande chose pour une nuit de novembre. » Alexandre répondit avec ce sourire qu'elle avait vu rarement et qu'elle avait tous gardé. « Nous avons le reste des nuits pour les détails. » Ils continuèrent à parler pendant 1 heure de plus de choses grandes et de choses petites, de Montalet et de Brienne-le-Château, de l'hiver qui promettait d'être rude et de l'école sur les terres du duché qu'Alexandre voulait créer pour les enfants des travailleurs, une idée qui naquit de la conversation de façon naturelle
et que Camille reçut avec une attention qui disait qu'elle écoutait vraiment et non seulement par politesse. La nuit avançait dehors avec le froid et le silence de la petite ville, et à l'intérieur de la petite maison de Brienne-le-Château, la lampe consommait la cire avec la lenteur des choses qui brûlent de manière contrôlée et qui, pour cette raison, durent. Alexandre retourna à Montalet le lendemain matin, comme il l'avait dit. Il ne resta pas plus longtemps que nécessaire et ne promit pas plus que ce qu'il pouvait tenir, ce qui étaient deux choses que Camille remarqua et qui valaient plus que des discours. Il partit tôt avec les mêmes vêtements qu'à l'arrivée et la même détermination de celui qui a des choses concrètes à résoudre. Et Camille resta à la fenêtre du salon un instant, après qu'il eut disparu dans la rue, non pas avec la tristesse du départ, mais avec quelque chose qui était plus proche de l'attente de celle qui sait qu'il y a un prochain chapitre et qu'elle peut l'attendre sans peur. À Montalet, Alexandre alla directement rencontrer Maître Durand, l'homme de loi qui servait la maison de Valois depuis des décennies et qui avait reçu les instructions avant le voyage à Brienne-le-Château avec la discrétion professionnelle habituelle. Les documents étaient presque prêts. Il ne manquait que les signatures finales et la vérification des valeurs avec un second notaire que Maître Durand avait consulté par précaution. Alexandre s'assit dans le bureau avec Maître Durand pendant un après-midi entier, révisant chaque chiffre, chaque calcul, chaque ligne des documents avec l'attention méthodique qu'il mettait à toutes les affaires du duché, mais qui cette fois avait un poids différent, car ce n'était pas une affaire du duché, c'était une affaire de justice. Les valeurs étaient significatives. Les dettes fabriquées par le père étaient élevées, et les intérêts de 14 ans transformaient tout en une somme qui représentait non seulement la réparation de ce qui avait été pris, mais la possibilité d'une vie différente pour Camille et pour sa mère. Alexandre signa tout sans hésiter, avec cette calligraphie droite et précise qu'il utilisait dans les documents officiels, et remit les papiers à Maître Durand avec des instructions claires sur la manière de procéder. Puis il se rendit au château, monta dans la chambre de son père qu'il n'avait pas rouverte depuis la nuit où il avait trouvé les dossiers. Et cette fois, il entra non pas avec l'urgence de l'enquête, mais avec le calme de celui qui vient mettre de l'ordre dans quelque chose qui doit être ordonné. Il sortit tous les dossiers du coffre et ordonna qu'ils soient conservés dans les registres officiels du duché, non pas détruits, car la vérité méritait d'être quelque part, même si personne d'autre n'avait besoin de la lire. Puis il fit aérer la chambre, apporta des fleurs du jardin qu'un valet arrangea dans un vase simple, et ferma la porte avec une clé qui cette fois ne retourna pas dans le tiroir du couloir, mais resta dans la poche de son gilet près du cœur, comme un rappel que certaines portes fermées doivent rester fermées pour des raisons différentes de celles qui les ont fermées. Il passa les jours suivants à s'occuper des affaires du duché avec l'efficacité habituelle. Réunions avec les conseillers, visites aux terres, correspondance avec d'autres familles de la région. Mais il y avait dans tout cela une légèreté que les conseillers remarquèrent sans savoir la nommer. Le duc semblait le même, mais différent, plus présent dans les conversations, plus rapide à décider, comme quelqu'un à qui on avait rendu quelque chose qui manquait, sans que personne autour ne sache ce que c'était. Il écrivit une lettre à Camille cette semaine-là, courte et directe comme toutes les choses qu'il lui disait, disant que les documents étaient prêts et qu'il reviendrait à Brienne-le-Château quand elle serait prête à le recevoir. La réponse arriva 5 jours plus tard avec la petite écriture précise qu'il avait mémorisée sans s'en rendre compte des décennies auparavant. Elle disait seulement « Vous pouvez venir quand vous voulez. Ma mère a demandé de vos nouvelles. » Alexandre lut cette phrase 3 fois, puis plia le papier avec soin et le rangea dans la poche de son gilet à côté de la clé. C'était peu et c'était tout. C'était Camille disant que la porte était ouverte sans utiliser ces mots, car elle n'utilisait jamais de mots inutiles, et il la connaissait suffisamment pour entendre ce qu'il y avait sous ceux qu'elle utilisait. Alexandre arriva à Brienne-le-Château un après-midi de décembre avec la neige qui avait commencé à tomber en Anjou cette année-là, plutôt que d'habitude, et qui couvrait les rues de la petite ville d'un blanc fin qui ne cachait pas encore les pierres, mais qui promettait de les couvrir avant la nuit. Il frappa à la porte de Camille, les documents de Maître Durand sous son manteau, et le cœur battant d'une manière qu'il ne reconnaissait pas comme propre au duc de Montalet, mais qu'il reconnaissait comme sienne, de ce moi plus profond qui existait avant les titres et les obligations, et qui n'avait jamais complètement changé malgré tout. Camille ouvrit la porte avec une expression différente de toutes les expressions qu'elle avait eues les semaines précédentes. Ce n'était pas la froideur construite du couloir d'Aumale. Ce n'était pas la prudence soigneuse des matins de Brienne-le-Château. C'était une ouverture réelle, encore avec les bords de la prudence, mais avec le centre authentique, comme une fleur qui s'ouvre lentement, car elle a appris que s'ouvrir trop vite a des conséquences, mais qui s'ouvre quand même parce que c'est sa nature. Elle le laissa entrer d'un simple geste. Et Madame Delacroix était dans le fauteuil à bascule du salon, la couverture sur les genoux, et un sourire apparut quand elle le vit entrer. Ils s'assirent tous les trois à table,
ce qui était déjà une disposition qui semblait naturelle après la première fois. Et Alexandre posa les documents de Maître Durand sur la table avec le soin habituel, sans cérémonie, sans discours. Camille lut tout lentement, ligne par ligne, avec Madame Delacroix à ses côtés qui ne lisait pas, mais qui regardait le visage de sa fille pendant qu'elle lisait, et dont le visage changeait à mesure qu'elle voyait le visage de sa fille changer. Quand Camille eut fini de lire, elle resta silencieuse un instant, les yeux sur les papiers. Les valeurs qui y étaient documentées représentaient la possibilité d'une vie différente. Des médicaments sans compte, une maison avec plus de lumière, la dignité qu'ils avaient perdue et que l'argent ne rend pas complètement, mais qui aide à reconstruire. Ce n'était pas nécessaire, dit-elle d'une voix qui s'arrêta au milieu de la phrase. Ça l'était, répondit-il, avec une simplicité qui n'admettait aucune discussion. Elle leva les yeux des papiers et le regarda, et il y avait dans ce regard une vulnérabilité qu'elle laissait rarement voir. La vulnérabilité de quelqu'un qui a appris à ne rien attendre et qui reçoit quelque chose d'inattendu et ne sait pas complètement comment être avec cela sans se briser. Madame Delacroix, qui observait tout depuis sa chaise avec cette attention tranquille, dit seulement « Merci, mon fils ». Et dans ces deux mots, il y avait plus que de la gratitude. Il y avait la reconnaissance que la justice était arrivée tard, mais elle était arrivée et que cela suffisait pour respirer autrement. Camille laissa 2 larmes couler sur son visage sans les essuyer immédiatement, comme si cette fois, cela ne valait pas la peine de lutter contre elle. Et Alexandre resta silencieux de l'autre côté de la table, laissant ce moment exister sans l'envahir, car il la connaissait suffisamment pour savoir qu'elle n'avait pas besoin de mots à cet instant. Elle avait seulement besoin d'espace pour être complètement elle-même devant quelqu'un qui ne lui exigeait rien d'autre. C'était la première fois qu'elle pleurait devant lui. Et il y avait dans cette première fois une intimité qu'aucune des paroles des dernières semaines n'avait réussi à créer avec la même profondeur. Dans les jours qui suivirent, Alexandre resta à Brienne-le-Château avec cette patience que Camille avait appris à recevoir sans résistance. Il y avait une routine qui naquit naturellement entre eux, sans être planifiée, qui était le genre de routine qui ne naît qu'entre des personnes qui se connaissent vraiment et qui n'ont donc pas besoin de négocier chaque détail. Il apparaissait le matin avec du pain frais de la boulangerie qui était à 2 rues. Elle préparait le petit déjeuner de sa mère avec les mouvements précis de toujours, et parfois, ils restaient tous les deux assis dans le salon pendant que la ville s'éveillait dehors avec cette lumière blanche de décembre que la neige rendait plus nette. Alexandre parla à Camille de l'événement qu'il voulait organiser à Montalet, une réunion des familles aristocratiques de la région, et lui dit ce qu'il comptait faire à cette réunion sans détour, de la même manière qu'il lui avait dit tout le reste. Elle écouta en silence, avec l'attention qu'elle mettait aux choses importantes, et quand il eut fini, elle resta immobile un instant qu'il laissa exister. Puis elle dit d'une voix qui contenait une émotion qu'elle contrôlait sans l'éliminer. « Vous n'avez pas besoin de faire cela publiquement. » Il répondit. « Je sais. Je veux le faire quand même. » Elle le regarda un instant. « Pourquoi ?» Il dit. « Parce que votre père le mérite, et parce que vous le méritez, et parce que les choses qui restent cachées ont tendance à continuer à faire du mal. » Elle ne répondit pas immédiatement. Elle se leva et alla vers la fenêtre. Elle resta à regarder la rue de Brienne-le-Château couverte de neige, les mains appuyées sur le cadre. Et Alexandre resta assis à table, l'observant avec cette attention qui ne la pressait jamais, mais qu'elle ressentait toujours, comme une présence qui était là, et qui n'exigeait rien d'autre qu'elle soit elle-même. Puis elle dit sans se retourner, « Ma mère n'est pas en état de voyager à Montalet. » Il répondit, « J'enverrai la voiture la plus confortable qui existe en Anjou, et le médecin du château voyagera avec elle. » Elle resta silencieuse. « Et vous ?» dit-elle enfin, toujours de dos. « Pensez-vous que je devrais y aller ?» Il dit, « Je pense que vous décidez. Je veux juste que vous sachiez que je veux que vous soyez là. » Elle se tourna vers lui avec une expression qui contenait ce qu'elle n'était pas encore prête à dire avec des mots, mais qui était là quand même, visible pour qui la connaissait suffisamment pour les voir. Alexandre la connaissait suffisamment. Il resta immobile, la laissant arriver à sa propre conclusion, sans la presser, avec la patience qu'il avait appris à avoir, non par vertu, mais par amour, qui est la forme la plus honnête de patience. Et Camille le regarda un instant, qui avait le poids de tout ce qu'ils avaient vécu et la légèreté de tout ce qui restait à venir. Puis elle dit d'une voix simple et directe comme toutes les choses qu'elle disait quand elle était complètement honnête, « Allons-y ». La préparation de l'événement à Montalet occupa Alexandre pendant les 2 semaines suivantes, avec des lettres envoyées à toutes les familles de position de la région, les salons du château ouverts et nettoyés, les jardins préparés malgré l'hiver, les domestiques informés de ce qu'ils devaient savoir. Il y avait une énergie dans le château que les plus anciens domestiques reconnaissaient comme quelque chose qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps, une anticipation qui venait du duc et qui se répandait dans les couloirs comme la chaleur qui monte d'une cheminée bien alimentée. Et la nuit précédant l'événement,
Assis dans le bureau où le tiroir des lettres jamais envoyées n'existait plus, Alexandre écrivit une dernière lettre, non pas à Camille, à lui-même. Il ne disait qu'une ligne. Demain, ce qui a été volé commence à être rendu. Il plia le papier, ne le rangea nulle part, et le laissa brûler dans la cheminée avec la légèreté de celui qui n'a pas besoin de garder ce qui n'est plus un poids. La voiture qu'Alexandre avait envoyée à Brienne-le-Château était la meilleure du duché, doublée à l'intérieur de velours sombre et de coussins épais qui rendaient les pierres du chemin presque imperceptibles. Le médecin du château voyageait dans la voiture de soutien derrière comme promis, et Madame Delacroix fit le voyage de 2 jours allongée avec la couverture sur les genoux et les yeux posés sur le paysage qui changeait par la fenêtre, avec une attention sereine de celle qui apprécie les choses avec la conscience de celui qui sait que le temps pour les apprécier n'est pas infini. Camille resta assise à côté de sa mère pendant tout le voyage, sa main dans la sienne parfois en silence la plupart du temps, laissant le paysage parler et le cœur faire sa part sans être perturbé. Montalet apparut au fond du chemin un après-midi de janvier avec le soleil bas qui dorait tout malgré le froid, le château au sommet de la colline, avec les fenêtres illuminées et les jardins blancs de neige, que la lumière de la fin du jour traversait en diagonale, créant des ombres longues et précises entre les arbres. Camille regarda ce château par la fenêtre de la voiture, avec une sensation qui n'était pas facile à nommer. Il y avait là des souvenirs d'un après-midi où elle était entrée dans ce bâtiment pour la première fois à côté de son père, jeune et effrayée à l'intérieur, mais le menton haut, pour une réunion qui s'était terminée par des mots qui ne pouvaient être défaits. C'était le même château, et elle était une personne complètement différente, et aussi la même, ce qui était le plus étrange et le plus vrai qu'elle savait sur elle-même. Alexandre attendait au portail d'entrée quand la voiture arriva, non pas en haut de l'escalier avec une posture d'hôte, mais au portail, debout dans la neige, son manteau boutonné et les yeux sur la voiture depuis qu'elle était apparue sur le chemin. Quand la porte s'ouvrit et que Camille descendit, il s'avança pour lui donner la main d'un geste, à la fois cérémonieux et complètement personnel. Et elle prit sa main avec un naturel qui la surprit elle-même. Puis il aida Madame Delacroix à descendre avec le soin qu'exigeait sa fragilité. Et Madame Delacroix posa les pieds dans la neige de Montalet, avec une expression que Camille ne parvint pas à lire complètement, mais qui contenait quelque chose qui ressemblait à une arrivée. L'intérieur du château était différent de ce dont Camille se souvenait de la seule fois où elle y était entrée. Plus chaleureux, plus habité, avec des fleurs dans les couloirs malgré l'hiver, et une odeur de bois et de cire, qui était l'odeur des maisons où les gens vivent vraiment. Les domestiques les accueillirent avec une discrétion respectueuse qui n'était pas du servilisme, mais une courtoisie sincère. Et Camille observa la façon dont Alexandre se déplaçait parmi eux, le nom qu'il utilisait pour chacun, l'attention avec laquelle il écoutait ce qu'on lui disait brièvement, et elle vit dans cette façon d'être la différence entre un homme qui a hérité d'un duché et un homme qui a choisi d'être le duc qu'il voulait être. Madame Delacroix fut installée dans une chambre du premier étage avec des fenêtres donnant sur les jardins enneigés, avec le lit chaud et le médecin qui vint voir comment elle s'était sentie après le voyage, et dit qu'elle allait bien, qu'un jour de repos suffirait. Camille resta avec sa mère jusqu'à ce qu'elle s'endorme, assise au bord du lit comme elle le faisait toujours. Et quand la respiration de sa mère devint régulière et tranquille, elle se leva avec précaution et alla vers la fenêtre de la chambre regarder les jardins de Montalet dans l'obscurité, avec les lanternes allumées le long des chemins de pierre et la neige réfléchissant la lumière d'une manière qui rendait tout plus clair qu'il ne le devrait à cette heure. Alexandre apparut à la porte de la chambre sans faire de bruit. Il vit que la mère dormait et vit Camille à la fenêtre, et resta immobile sur le seuil un instant avant d'entrer. Elle entendit les pas et ne se retourna pas. Il alla jusqu'à la fenêtre et resta à ses côtés, regardant les mêmes jardins. Et ils restèrent ainsi en silence pendant un temps qui n'avait aucune hâte. Puis elle dit à voix basse pour ne pas réveiller sa mère, « C'est beau ». Il répondit également à voix basse, « Ça devient plus beau maintenant ». Elle se tourna pour le regarder, et il y avait sur son visage une expression qui était nouvelle, et qu'il n'avait pas vue jusqu'à ce moment-là. L'expression de quelqu'un qui est arrivé à un endroit qu'il ne savait pas chercher, et qui comprend que c'était toujours cet endroit. Camille se réveilla avant l'aube, dans la chambre qu'on lui avait préparée au 2e étage du château, avec les fenêtres donnant sur les jardins de l'Est, qui étaient les premiers à recevoir la lumière. Elle resta allongée un instant, les yeux ouverts sur le plafond de la chambre, un plafond plus haut que celui de sa maison de Brienne-le-Château, et avec une moulure en stuc que la faible lumière du matin révélait peu à peu, et elle pensa qu'il était étrange de se réveiller dans une grande chambre, après tant d'années dans une petite. Non pas avec nostalgie de la petite chambre, mais avec la conscience que les deux étaient réels, et que la vie qu'elle avait vécue à Brienne-le-Château n'était pas moins la sienne pour avoir été difficile, elle était tout autant la sienne que n'importe quelle autre chose. Elle se leva,
se lava le visage, enfila la robe de soie bleu foncé qu'elle avait cousue elle-même pour cette occasion, avec les meilleurs tissus qu'elle avait gardés, et attacha ses cheveux avec une simplicité qui était son style parce qu'elle l'avait toujours été et non parce qu'elle ne savait pas le faire autrement. Elle resta devant le miroir de la chambre un instant, non pas avec l'anxiété de celle qui cherche des imperfections, mais avec l'attention tranquille de celle qui veut être présente dans sa propre image avant d'être présente dans le monde. Elle voyait une femme de 34 ans avec les marques de ce qu'elle avait vécu dans les yeux et la dignité de celle qui n'avait pas laissé ces marques la diminuer. Et il y avait là une beauté différente de la beauté des 20 ans, mais qui lui était plus complètement propre. Elle alla voir sa mère avant de descendre. Madame Delacroix était réveillée et assise sur le lit avec l'oreiller derrière le dos, avec un meilleur teint que la veille et les yeux plus vifs que Camille ne les avait vus depuis des semaines. Le médecin était passé plus tôt et avait dit qu'elle pouvait descendre à l'événement pendant 1 heure si elle restait assise et sans effort. Madame Delacroix regarda le médecin avec cette expression qu'elle utilisait quand quelqu'un disait l'évidence avec trop de cérémonie et dit qu'elle y serait naturellement. Camille s'assit au bord du lit et sa mère la regarda un instant avec ses yeux qui comprenaient tout. Puis elle dit « Tu es belle, ma fille ». Camille lui prit la main un instant. « Je vais bien, maman ». Sa mère serra ses doigts. « C'est plus que belle ». Au rez-de-chaussée, le château s'éveillait avec le mouvement de la préparation de l'événement. Des domestiques transportaient des chaises et ajustaient la disposition des tables. Des fleurs arrivaient d'une serre chauffée dans les jardins, des bougies étaient placées dans les lustres avec ces longues tiges qui atteignaient le plafond. Alexandre était au centre de tout cela, avec l'efficacité tranquille de celui qui sait ce qu'il veut et n'a pas besoin d'élever la voix pour l'obtenir. Il donnait de brèves instructions que les domestiques suivaient avec la confiance de ceux qui connaissent le caractère de leur seigneur. Quand il vit Camille descendre les escaliers, il s'arrêta 1 seconde, juste 1 seconde, et dans cette seconde, il y avait tout ce qu'il ne dit pas, car ce n'était pas le moment, mais qu'elle vit tout de même, car elle le connaissait par cœur. Ils prirent le petit déjeuner ensemble dans la petite salle à manger à côté de la cuisine, qui était la salle où Alexandre mangeait lorsqu'il n'y avait pas de visite formelle, et qui avait une table en bois simple et des fenêtres donnant sur le jardin de la cuisine, avec les herbes couvertes de neige. C'était une salle que Camille n'avait pas vue la seule fois où elle était venue au château, une salle d'usage quotidien sans formalité. Et le fait qu'il l'eût emmenée là plutôt qu'à la salle à manger formelle, disait quelque chose qu'elle reçut sans le commenter. Ils mangèrent avec la conversation tranquille de 2 personnes qui sont déjà passées par la partie difficile et qui sont maintenant dans la partie qui laisse de la place aux choses simples. Quand ils eurent fini, Alexandre la regarda un instant avec une expression qu'elle reconnut comme celle qu'il avait quand il voulait dire quelque chose et qu'il choisissait ses mots. Elle attendit. Il dit d'une voix basse et directe « Aujourd'hui sera un jour important pour vous et pour la mémoire de votre père, pour nous. » Il fit une pause. « Je veux que vous soyez prête pour ce que je vais faire, non pas parce que vous avez besoin de préparation, mais parce que je ne veux pas vous surprendre d'une manière qui ne serait pas vous. » Elle le regarda. « Que vas-tu faire ?» Il répondit. Ce qui aurait dû être fait dès le début. Les invités arrivèrent au château de Montalet tout au long de l'après-midi, les voitures s'alignant sur le chemin d'accès entre les arbres enneigés avec une régularité qui montrait qu'il n'y avait pas de refus à l'invitation. Des familles aristocratiques de la région, des conseillers éduqués, des voisins, des commerçants de position, des représentants d'autres maisons qui connaissaient Alexandre depuis des années et qui arrivaient avec la curiosité visible de celui qui ne connaît pas le motif de la réunion, mais sait que le duc de Montalet ne convoque pas sans raison. Le salon principal était illuminé comme il ne l'avait pas été depuis l'époque du duc Armand, avec tous les lustres allumés et les bougies se reflétant dans les miroirs, multipliés en d'infinies répliques qui rendaient la lumière dorée et irréelle, chaude même au cœur de l'hiver. La musique arrivait doucement des musiciens sur le balcon élevé, et le murmure des conversations augmentait avec l'arrivée de chaque nouvelle famille. Ce murmure spécifique des événements où les gens ne savent pas encore ce qui va se passer et parlent donc plus que d'habitude, comme si le bruit collectif pouvait découvrir le secret que l'hôte n'a pas encore révélé. Camille se tenait près de la grande fenêtre donnant sur les jardins enneigés, avec Madame Delacroix, assise sur une chaise confortable à ses côtés, qu'un domestique avait disposée avec des coussins supplémentaires et une couverture pour les jambes. La mère observait la pièce avec ses yeux clairs et attentifs, et de temps en temps disait quelque chose à voix basse à Camille, ce qui la faisait sourire légèrement. C'était une scène qu'Alexandre trouva en entrant dans le salon après avoir reçu les derniers invités, mère et fille ensemble près de la fenêtre, et il resta 1 seconde immobile à la porte juste pour regarder cette scène avant d'entrer complètement. Il y avait des gens dans la pièce qui reconnurent Camille d'autres temps, des visages qui la regardaient avec une attention qu'ils essayaient de dissimuler comme courtoisie, la fille du comte Étienne Delacroix, présente à une réunion au château de Montalet, ce qui était une équation qui ne correspondait à aucune narration qu'il connaissait et qui, pour cette raison,
générait une curiosité que le murmure du salon ne parvenait pas à contenir complètement. Camille soutint les regards avec la contenance de toujours, sans les chercher ni les éviter, avec cette présence tranquille qui occupait l'espace sans le revendiquer. Alexandre se déplaça dans le salon avec l'efficacité habituelle, saluant, échangeant de brèves paroles, guidant les gens à leur place, avec cette autorité naturelle qui n'avait pas besoin d'être déclarée. Mais les invités qui le connaissaient depuis plus longtemps remarquèrent quelque chose de différent en lui ce soir-là, une légèreté sous le sérieux, comme si le poids qu'il avait toujours porté sur les épaules avait changé de nature sans qu'il n'ait changé sa posture. Quand les invités furent tous assis et que le salon devint plus silencieux, avec l'attente de ce qui allait se passer, Alexandre se leva au centre du salon et la musique s'arrêta. Le silence qui s'installa était le genre de silence qui se produit lorsque de nombreuses personnes décident en même temps de prêter attention. Alexandre resta debout au centre de ce silence avec la posture droite et les yeux parcourant la pièce un instant avant de commencer à parler. Et il y avait à cet instant une clarté de but que les invités ressentaient sans pouvoir la nommer. La clarté d'un homme qui sait exactement ce qu'il fait et qui n'est pas là pour impressionner qui que ce soit, mais pour faire quelque chose qui doit être fait. Alexandre commença à parler d'une voix claire qui atteignit tous les coins du salon sans effort. Avec cette diction directe, qui était la sienne, quand il n'y avait rien à filtrer entre ce qu'il pensait et ce qu'il disait. Il dit qu'il avait réuni ses familles pour faire quelque chose qui aurait dû être fait il y a longtemps. Il dit que son père, le duc Armand de Valois, avait commis des actes contre la famille Delacroix qui étaient injustes et déshonorants, des dettes fabriquées, des affaires détruites, une famille honorée, ravagée de manière systématique et délibérée pour servir les intérêts du duché. Il dit que les documents qui prouvaient tout étaient disponibles pour qui voulait les voir et dit qu'il avait déjà pris des mesures concrètes pour réparer financièrement ce qui était possible de réparer. La salle était dans un silence absolu, non pas le silence de celui qui n'a rien à dire, mais le silence de celui qui est en train de traiter quelque chose qu'il ne s'attendait pas à entendre. Les invités regardaient Alexandre avec des expressions différentes. Il y avait ceux qui connaissaient déjà une partie de l'histoire et écoutaient avec l'attention de celui qui confirme quelque chose qu'ils soupçonnaient. Il y avait ceux qui ne savaient rien et écoutaient avec la surprise de celui qui reçoit une information qui réorganise ce qu'il croyait connaître. Et il y avait ceux qui regardaient Camille près de la fenêtre et commençaient à comprendre pourquoi elle était là. Camille écoutait debout près de la fenêtre, la main de sa mère dans la sienne, et il y avait sur son visage une expression sereine à l'extérieur et complètement traversée à l'intérieur, non pas de honte, mais de quelque chose de plus proche de la reconnaissance que ce qui se passait était réel, et que la mémoire de son père était réparée dans un salon rempli de gens qui connaissaient le nom Delacroix. Madame Delacroix tenait la main de sa fille avec une force qui ne semblait pas compatible avec la fragilité de son corps, et il y avait dans ses yeux une humidité qu'elle n'essayait pas de cacher. Ce fut alors qu'Alexandre commença à marcher dans le salon en direction d'elle. Il marchait de cette façon qu'elle avait toujours reconnue comme sa façon de marcher quand une décision était prise et qu'il n'y avait plus rien à considérer, direct et sans hésitation, les yeux fixés sur les siens dès le premier pas. La salle perçut avant qu'il n'arrive à mi-parcours qu'il ne marchait vers aucun point abstrait, mais vers une personne spécifique. Et le silence, déjà dense, devint d'une autre nature, plus chargé, avec toute cette foule comprenant en même temps qu'elle assistait à quelque chose qui n'était pas seulement une déclaration publique, mais un moment qui appartenait à deux personnes spécifiques et que le salon avait le privilège d'observer. Camille sentit son cœur s'accélérer avec une précision que seul Alexandre de Valois lui avait jamais provoquée. Ce battement spécifique que 14 ans n'avait pas appris à son cœur à oublier, et elle maintint son expression tranquille, avec un effort qui lui coûtait tout, tandis qu'il s'approchait à travers le salon rempli de monde en silence. La mère lui serra la main une fois avec fermeté, comme pour dire « Je suis là », et Camille serra en retour sans quitter les yeux d'Alexandre qui arrivait. Il s'arrêta devant elle. Il resta debout un instant, la regardant avec ses yeux qui n'avaient jamais appris à bien mentir et qui à cet instant étaient complètement ouverts, sans le filtre du titre ni de la contenance publique. Seulement lui, le même homme de 22 ans qui avait arrêté un cheval au milieu d'une rue parce qu'il n'avait pu continuer après l'avoir vu, plus âgé et plus marqué, et avec tout ce que 14 ans de vie écrivent sur un visage, mais avec les mêmes yeux. Alors il plia les genoux et s'agenouilla devant elle au centre du salon de Montalet. Et la salle laissa échapper un son qui n'était pas un mot, c'était juste le son de beaucoup de gens ressentant en même temps. Camille. Sa voix sortit avec une clarté qui atteignit toute la salle, mais qui n'était que pour elle, qui était la seule personne qui existait à ce moment pour l'un ou l'autre. Il y a 14 ans, ma famille vous a tout volé. Elle a volé votre père, elle a volé votre maison, elle a volé l'avenir que vous auriez dû avoir, et elle nous a volé les années que nous aurions pu vivre ensemble. Il fit une brève pause,
les yeux fixés sur les siens. « Je ne peux pas vous rendre ce qui vous a été enlevé. Il n'y a pas assez de richesse ni assez de mots pour couvrir tout cela. » La voix ne tremblait pas, mais il y avait en elle une intensité qui atteignait la poitrine de qui écoutait comme une main qui serre avec précaution. « Mais je peux vous donner ce qui reste. Je peux vous donner le reste de ma vie entière. Chaque jour, chaque décision, chaque matin où je me réveillerai à vos côtés. Si vous me faites cet honneur. » Le silence qui suivit avait le poids de 14 ans et la légèreté de quelque chose qui pouvait enfin arriver. Camille le regarda agenouillé devant elle avec toute cette foule qui la regardait et sentit les larmes arriver lentement et sans demander la permission, non pas de tristesse, mais de ce genre qui arrive quand quelque chose qui était brisé depuis longtemps s'unit enfin, d'une manière qui n'efface pas la fracture, mais la transforme en quelque chose qui tient et qui a même une beauté que la pièce entière n'a jamais eue. Elle ne les cacha pas. Elle les laissa être là comme elle avait laissé les larmes de Valmy-sur-Loire, parce que cette fois, il n'y avait aucune raison de lutter contre les choses qui étaient complètement réelles. Alexandre, sa voix sortit basse, mais la salle était dans un silence absolu et elle atteignit tout le monde. « Vous avez passé 14 ans à me chercher. » Il acquiesça, les yeux fixés sur les siens, et j'ai passé 14 ans à vous aimer sans le vouloir. La salle laissa échapper un son collectif qui n'était pas un mot. C'était le son de beaucoup de gens qui venaient de ressentir quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à ressentir cette nuit de janvier. Camille tendit la main, et les doigts d'Alexandre se refermèrent autour d'elle avec le soin de celui qui tient quelque chose qu'il a failli perdre, et qui sait qu'il ne la laissera plus jamais partir. « Oui », dit-elle, et dans ce seul mot, il y avait tout ce qu'ils avaient perdu et tout ce qu'ils retrouvaient en même temps, les années, l'amour, l'avenir qui avait été volé et qui maintenant commençait. Alexandre se leva lentement, sans lâcher sa main, et ils restèrent debout devant toute cette foule, avec l'intimité parfaite de deux personnes qui viennent de dire la chose la plus importante de leur vie et qui n'ont besoin de rien d'autre autour pour que ce soit réel. La salle applaudit. Non pas l'applaudissement formel des réunions d'affaires, mais l'applaudissement spontané de celui qui a été témoin de quelque chose de vrai et ne peut s'empêcher de le reconnaître. Madame Delacroix resta assise, les mains sur le visage et les épaules tremblant légèrement, et Camille se tourna vers sa mère et se pencha pour l'embrasser avec une tendresse qui fit respirer profondément toute la salle en même temps. Mère et fille au centre de ce moment, avec tout ce qu'elles avaient traversé ensemble, et tout ce qui était devant elles. Lorsque les derniers invités partirent et que les bougies des lustres s'éteignirent une à une avec ces longues tiges qui obscurcissaient peu à peu le salon, Alexandre et Camille restèrent seuls dans le grand salon de Montalet, avec le silence qui reste après une nuit qui a changé les choses. La mère se reposait dans la chambre du premier étage, le médecin satisfait de son état après l'émotion de la journée. Les domestiques se déplaçaient discrètement dans les couloirs, ramassant verres et fleurs, éteignant ce qui devait l'être, et ils restèrent tous les deux debout au centre du salon vide, avec les dernières bougies encore allumées, et la neige tombant dehors avec une douceur que l'on voyait à travers les grandes fenêtres, comme quelque chose que le monde faisait en silence pendant qu'ils étaient à l'intérieur. Camille alla jusqu'à la grande fenêtre qui donnait sur les jardins et resta à regarder la neige qui couvrait tout de ce blanc que la lumière des dernières lanternes rendait légèrement doré. Alexandre alla vers elle et resta à ses côtés, les deux regardant les mêmes jardins. Et il y avait dans ce fait d'être côte à côte une paix différente de tout ce que l'un ou l'autre avait connu ces 14 dernières années. Non pas la paix de la résignation, ni la paix de la fatigue, mais la paix de celui qui est arrivé au bon endroit après un chemin qui fut plus long qu'il n'aurait dû l'être. « J'ai peur de me réveiller demain et de me rendre compte que c'était un rêve », dit-elle d'une voix tranquille, qui portait en elle une vulnérabilité réelle. La vulnérabilité de celui qui a appris avec effort que les bonnes choses se terminent parfois, et qui, pour cette raison, les reçoit avec une joie qui a toujours une ombre de prudence. Alexandre se tourna vers elle et dit d'une voix qui n'était pas une promesse vide, mais un fait. « Ce n'est pas un rêve. » Elle le regarda. « Je sais, » répondit-elle. « Mais le cœur met du temps à croire ce que la raison sait déjà. » Il leva la main et écarta délicatement une mèche de cheveux qui s'était échappée de sa coiffure, un geste petit et complètement intime qu'elle reçut en fermant les yeux une seconde, juste une seconde, comme quelqu'un qui se permet enfin de recevoir quelque chose qu'il attendait depuis longtemps. Ils restèrent à parler pendant les heures suivantes. D'abord dans le salon, et ensuite dans la petite cuisine, où il avait déjeuné le matin, avec le feu allumé et l'odeur de bois brûlé, et les deux assis l'un en face de l'autre, avec le thé qui refroidit avant d'être terminé, car il y avait trop à dire et les mots n'attendaient pas le thé. Ils parlèrent de l'avenir avec le sérieux et la légèreté que les sujets importants méritent lorsque les personnes qui en discutent ont déjà traversé le pire et savent que ce qui les attend peut être construit avec soin et avec choix. Sur la mer et les soins, sur Brienne-le-Château et sur Montalet, sur l'école, sur les terres du duché,
que Camille reçut avec une attention qui se transforma en idées, qui se transformèrent en une conversation qui dura tard dans la nuit. Quand il était très tard et que le feu était bas, Camille dit qu'elle devait aller dormir. Alexandre l'accompagna jusqu'à l'escalier et resta debout à la base des marches pendant qu'elle montait. Et à mi-escalier, elle s'arrêta et se retourna pour le regarder. Il était en bas, les yeux levés vers elle, et il y avait dans ce regard tout ce qu'ils avaient été et tout ce qu'ils seraient, avec la clarté simple des choses qui sont complètement réelles. Elle dit d'une voix basse qui lui parvint dans le silence du château endormi, « Merci de ne pas avoir cessé de chercher. » Il répondit de la même voix basse, « Merci d'être allé voir le père. » Elle sourit, ce sourire rare qui illuminait tout autour, et continua de monter les escaliers. Et Alexandre resta à la base, regardant l'endroit où elle avait été, le cœur plus entier qu'il ne l'avait été depuis 14 ans, écoutant ses pas dans le couloir du premier étage, jusqu'à ce qu'il se fasse silencieux. Ils se marièrent un matin de mars, lorsque la neige d'Anjou commençait à fondre et que les premiers narcisses jaunes apparaissaient dans l'herbe des jardins de Montalet. Ce fut une petite cérémonie comme ils le voulaient tous les deux, avec la mère de Camille assise au premier rang, vêtue d'une nouvelle robe que sa fille avait cousue pour l'occasion, et les yeux plus brillants qu'ils ne l'avaient été depuis des années. Le père Mathieu était venu de Valmy-sur-Loire spécialement, parcourant 2 jours de chemin avec son habit froissé par le voyage, et un sourire qui disait qu'il n'y avait pas d'autre endroit au monde où il préférerait être. Quand il prononça les mots de la cérémonie, sa voix ne trembla pas, mais ses yeux restèrent posés sur eux deux avec l'expression de celui qui avait allumé une bougie pendant des années en demandant quelque chose et qui voyait maintenant cette bougie enfin exaucée. Madame Delacroix vécut 4 ans de plus, entourée du confort et de l'amour qui lui avaient tant manqué. Durant les derniers mois, elle restait assise dans un fauteuil à bascule près de la fenêtre du château qui donnait sur les jardins, un châle sur les épaules et les yeux posés sur le paysage qui changeait au fil des saisons. Le blanc de l'hiver, le vert explosif du printemps, le doré de l'été, l'orange et l'ocre de l'automne. Camille restait à ses côtés les après-midi, et parfois sa mère lui prenait la main sans rien dire, et elle restait ainsi pendant des heures, mère et fille, avec tout le poids et toute la légèreté de ce qu'elles avaient vécu ensemble. Quand elle partit sereinement, sa fille à ses côtés et Alexandre sur le seuil de la porte, et il y avait dans son expression une paix que Camille reconnut, et qui l'aida à la laisser partir avec la même dignité avec laquelle elle avait vécu tout le reste. Ils eurent 2 enfants. Le premier, un garçon qu'ils appelèrent Étienne, en mémoire du père de Camille, vint au monde un matin d'automne avec une voix qui réveilla la moitié du château et une détermination que la mère reconnut comme sienne. Et le père observa avec ce mélange de fierté et d'humour serein, qui était la façon dont il recevait les choses qui le surprenaient. La seconde, une fille qu'ils appelèrent Marie en mémoire de Madame Delacroix, naquit 2 ans plus tard avec les yeux sombres d'Alexandre et l'attention tranquille de Camille. Et dès son plus jeune âge, elle s'asseyait dans les jardins pour regarder les fleurs avec une concentration qui faisait sourire le père et que la mère reconnaissait en elle-même avec une tendresse qui n'avait pas de nom, mais qui remplissait la poitrine d'une manière qu'elle ne changerait pour rien. Montalet changea, au fil des années avec la présence de Camille, de manière qui n'avait pas été planifiée, mais qui se produisirent avec le naturel des choses qui appartiennent à un lieu depuis toujours et qui n'attendaient que d'arriver. L'école sur les terres du duché ouvrit au printemps de la première année de mariage avec des enfants qui arrivaient le matin les cahiers sous le bras et qui repartaient l'après-midi la tête pleine de choses que personne dans leur famille n'avait eu l'occasion d'apprendre auparavant. Camille enseignait la couture aux filles qui voulaient apprendre un métier, non par obligation, mais parce qu'elle savait ce que c'était que d'avoir besoin d'une compétence pour se tenir debout dans le monde, et elle voulait que d'autres arrivent à ce besoin préparé. Alexandre et Camille vieillirent ensemble avec la grâce des personnes qui ont bien choisi et qui savent qu'elles ont bien choisi, non pas de manière arrogante, mais de manière reconnaissante, avec la conscience que ce qu'elles ont a été conquis à un prix qu'aucun des deux n'oublie, et qu'elles valorisent pour cela avec une attention qui ne diminue pas avec les années. Il y avait dans les matins de Montalet une routine qui était la leur, le petit déjeuner dans la petite cuisine. Même quand il y avait des raisons d'être dans la salle à manger formelle, les promenades dans les jardins les après-midi de dimanche quand le temps le permettait, la fenêtre de la chambre où ils restaient tous les deux parfois en silence, voyant la nuit tomber sur les champs du duché. C'était des choses simples et c'était tout. Il gardait les lettres dans une boîte en bois sur la table de nuit, celles qu'il avait écrites pendant les voyages d'affaires et celles qu'elle avait répondues avec la petite écriture précise qu'il avait mémorisée sans s'en rendre compte des décennies auparavant. Parfois, les nuits où les enfants dormaient déjà et le château était silencieux, Camille ouvrait la boîte et lisait une lettre à voix haute.
Et Alexandre écoutait les yeux fermés et un sourire qu'elle connaissait comme le sourire qu'il ne gardait que pour elle. Et il y avait dans ces nuits une plénitude qui n'avait pas besoin d'être nommée pour être complètement réelle, la plénitude de personnes qui avaient beaucoup perdu et qui avaient retrouvé le chemin l'une vers l'autre, et qui avaient choisi chaque jour de ne pas gaspiller ce que le destin avait eu le soin de ne pas laisser mourir. Et ainsi nous arrivons à la fin de cette histoire, ma chère famille. Mais ce n'est pas une fin, c'est une arrivée. Alexandre et Camille sont arrivés. Après 14 ans de silence et de douleur, et d'un amour qui n'est pas mort, parce que le véritable amour ne sait pas mourir même quand toute la raison du monde le lui demande. Ils sont arrivés avec les marques du chemin, et avec le cœur entier, et avec la certitude que ce qui est réel résiste, que l'amour qui est vrai attend, que la justice arrive tard parfois, mais elle arrive. Je veux laisser une chose ici avec vous avant de nous quitter. Si quelqu'un écoute cette histoire, et traverse un moment difficile, qui sent qu'il a perdu quelque chose qu'il aimait, que le monde a pris une mauvaise décision concernant sa vie, souvenez-vous de Camille cousant à la table d'une petite maison, les mains fatiguées et le cœur encore entier. Souvenez-vous d'Alexandre fermant un tiroir avec précaution et restant debout. La vie ne nous demande pas de ne pas souffrir, elle nous demande seulement de ne pas nous arrêter, de rester nous-mêmes, même quand c'est difficile, de laisser la vérité arriver quand elle est prête, d'ouvrir la porte quand l'amour frappe, même s'il frappe 14 ans plus tard. Merci. Merci d'être resté jusqu'ici, d'avoir ressenti avec Alexandre et Camille, d'avoir commenté, d'avoir partagé et de faire partie de cette famille qui s'appelle Conte du Cœur et qui existe parce que vous existez de l'autre côté. Chacun d'entre vous qui est ici est la raison pour laquelle nous continuons à créer des histoires comme celle-ci, pleines de vérité et d'amour et de personnages qui restent dans le cœur même après la fin de la vidéo. Laissez un pouce levé si cette histoire a touché quelque chose en vous. Écrivez dans les commentaires ce que vous avez ressenti, le moment qui vous a le plus blessé, le moment qui vous a le plus joyeux, car j'adore lire chaque mot que vous laissez ici, et parce que chaque commentaire est une façon de me dire que cela en valait la peine. Avec tout l'amour du monde, c'est la famille Conte du Cœur. À la prochaine histoire.